Alors bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de Sony So What, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Lucas Malo. Salut Sony. Salut Merci Lucas. de me recevoir. Bienvenue. Merci. Alors le parti pris du podcast, c'est toujours commencer par une citation célèbre pour illustrer mon invité. Aujourd'hui, j'ai décidé d'illustrer à travers une citation de Nietzsche. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Waouh. Elle est incroyable cette phrase. Elle est tellement incroyable que j'ai du mal à la comprendre. Attends. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Exactement. En fait, Nous avons l'art. l'idée à travers cette phrase et cette citation de Nietzsche, c'est que parfois, la vérité, la lucidité de la vie, c'est tellement brutal qu'on a besoin d'un peu s'apaiser à travers le beau, à travers l'imaginaire et la création artistique, Bien sûr. pour pouvoir s'apaiser et traverser aussi les épreuves de l'existence qui sont parfois des vrais challenges. Donc, Et je crois comprendre pourquoi tu l'as choisi pour moi. dis-moi. Parce que je pense que mon métier est artistique. Exactement. Je le pensais même certain. Et c'est vrai que ça me permet moi aussi de m'évader parce qu'avant d'être un chef d'entreprise, je suis un passionné. Et je suis un passionné d'art, de la vidéo. Donc ça me va bien, cette phrase-là, cette citation. Alors, on peut fabriquer une image, on peut raconter une histoire, mais il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher longtemps, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on vit dans un monde d'images, d'illusions. Ah bah bien sûr. Et tout ça s'entremêle avec le business. Et on a parfois l'impression qu'il y a une réalité parallèle au réel. C'est vrai. Et en tant qu'entrepreneur, parce que toi, tu vas te présenter un peu plus tard, mais tu es entrepreneur. Oui. Tu es producteur audiovisuel. Oui. Tu as créé ML Production. ML Production, ML c'est ça. Production France. Exactement. J'ai développé ML Production France il y a 2 ans. Mhm. Et pourquoi ? Parce que j'ai eu une chance. En fait, je t'explique un petit peu. Ouais. Je commence. À l'âge de mes 16 ans, bon déjà j'ai toujours été passionné par ce milieu des caméras, des vidéos. Tu vois, là on est dans T'étais un studio, fasciné j'adore. par... Par tout ce qui était télé à l'époque, D'accord. parce qu'il n'y avait pas de création de contenu sur les réseaux sociaux. Quand j'avais 10 ans, personne ne postait sur Instagram ou TikTok. Hein. C'était vraiment que la télé. Donc j'étais passionné par ça. J'imitais dans ma chambre, j'avais 10 ans, j'imitais des faux journaux télé, tu vois. Je commandais des caméras à Noël et je faisais des journaux télé dans ma chambre. J'avais 10 ans, je les ai encore. Ces rushs-là. Donc ça a toujours été en moi, ce truc-là de la vidéo, de partager, de produire, de créer du contenu. J'ai toujours eu ça en moi, même avant l'arrivée des réseaux sociaux, avant l'arrivée de tous les réseaux Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, enfin tout ce que tu veux. J'ai toujours eu cette passion pour la vidéo. C'est en moi. Je suis né avec, je pense. Et à l'âge de mes 16 ans, je rencontre une personne qui va devenir mon mentor. Et en fait, ça va être mon ancienne patronne. Et pendant 7 ans, je fais du salariat. Donc, je suis salarié dans son entreprise. Et on accompagne des influenceurs sur leur placement de produits. Donc, rien à voir en fait avec la création de contenu. Mais je rentre dans ce milieu, tu vois. C'est une porte d'entrée pour moi. Et je rentre dans un milieu... où j'ai toujours rêvé d'être dedans, quoi, tu vois. Donc, on gérait beaucoup de candidats de télé-réalité. Donc, la télé-réalité, il y a télé, c'est des gens de la télé-réalité, mais c'est le milieu de la télé. Et j'étais pendant 7 ans un peu berné, enfin, pas berné, mais j'étais plongé, bercé, excuse-moi, ouais, c'est ça que je voulais dire. Bercé parce que tu as commencé très tôt, toi. À 16 ans. Donc, ouais. Ton parcours, il est quand même marqué par une forte précocité. Ouais. J'ai eu un coup de... la rencontre a été une chance, je dirais. Et après, je pense que j'ai saisi l'opportunité et c'est là où j'appuie parce que je pense que dans notre vie, on a plein de chances, on a plein d'opportunités, mais il faut savoir les saisir. Et c'est ça qui est le plus dur. Pas pour moi, parce que j'ai l'impression que je suis très fort à ça, à ce jeu-là, justement. Parce que je pense que l'entrepreneur, il est avant tout... très fort à ce jeu, tu vois, de saisir la bonne opportunité. D'être bien connecté avec ce qu'il y a autour de toi. Exactement, de tout voir. Et lire voir. un peu les signaux faibles. Ouais, non, je dirais plus aller voir là où qu'est-ce que tu peux tirer de la personne ou qu'est-ce que tu peux te prendre soit en expérience, soit en business, donc en argent. Soit, en fait, à chaque fois, essayer d'être lucide sur tout ce qui se passe. Et je dirais que ça a été ma force. Donc à 16 ans, je rentre dans cette agence. Il y avait 2-3 salariés. C'était le début de l'agence. Et moi, je suis rentré en tant que... En fait, j'adorais faire les logos.
des vidéos, etc. Et c'est moi qui ai mis en place les premières plaquettes commerciales de l'agence. J'ai créé le logo de cette agence-là. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Donc beaucoup de création. Exactement, beaucoup de création. J'étais beaucoup dans le créatif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 7 ans, il se passe beaucoup de choses. Et j'ai fini en commercial. Donc après, j'ai commencé à vendre des placements de produits. Et je faisais du chiffre aussi comme ça, en vendant les influenceurs, justement. Et qui est Lucas Malo derrière le producteur et l'entrepreneur? Waouh. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est une question que je me pose. J'aime bien commencer par cette question. Qui es-tu? Bah écoute, je te raconte un peu, je pense, comment j'ai grandi. Peut-être ça va en dire plus sur moi. Déjà, tu as quel âge? Là, j'ai 23 ans. D'accord. J'ai 23 ans et dans pas longtemps, je vais avoir 24. Je suis né le 14 février 2002. Ah, le jour de la Saint-Valentin. Ouais, le jour de l'amour. Ça tombe bien, je vais m'arranger pour le publier le 14 février. Tiens. Petit Ah bah ça sera un beau cadeau d'anniversaire si tu fais ça. Ah bah oui. Le jour de mon anniversaire. Ça, c'est de la déclasse. Ah ouais, ça serait beau le jour de mon anniversaire que la diffusion soit au top, soit calée. Écoute, qui est Lucas Malo? J'ai grandi à Nice. Moi, je suis un vrai Niçois. D'accord. T'es un produit du Sud, toi. Exactement, de Nice, Nice-Côte d'Azur. Donc j'ai grandi avec mes parents sur la Côte d'Azur. J'ai eu une enfance hyper sympa. Mon père, ma mère, beaucoup d'amour. Je pense que j'ai grandi dans de l'amour. Ça donne un gros capital confiance. Hein. Ouais. Bah oui, parce ceux qui ont été, t'as manqué de rien au niveau affectif et tout. Non, c'est une belle construction. Ouais, j'ai manqué de rien. J'ai grandi toujours avec ma mère très présente, mon père très présent. Après, mes parents ils se sont séparés, mais j'avais quand même mon père d'un côté qui était très présent et ma mère de l'autre très présente aussi. Et je pense que c'est ce qui m'a construit. Pourquoi? Parce que quand mon père a quitté ma mère, en fait, si tu veux, ma mère, elle était dépendante financière de mon père. Ah. Et en fait, le jour où ils se sont séparés, mon père il gagnait super bien sa vie et ma mère elle s'est retrouvée dans la merde, clairement. Ah, donc tu as été confronté à cette réalité économique très jeune. Ah oui, bien sûr, moi. Que l'indépendance financière, c'était important, tout ça, qu'il fallait être solide financièrement. J'ai vu ma mère galérer. J'ai jamais manqué de rien, c'est-à-dire le frigo était toujours plein, on n'était pas. Mais je voyais que. C'était plus dur pour elle. Ouais, c'était la galère. Elle travaillait beaucoup, elle était femme de ménage. Elle travaillait beaucoup, elle faisait beaucoup d'heures. Et j'ai vu un peu la galère. Et d'un autre côté, j'avais mon père qui réussissait, qui faisait beaucoup d'argent, on partait tout le temps en voyage. Ah ouais, donc tu avais un gros écart de train de vie entre tes deux parents? Ouais, exactement. J'avais cet écart et je pense, et je suis certain, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui, c'est la personne que je suis aujourd'hui, je sais ce que c'est ne pas avoir d'argent, je sais ce que c'est... Ah, t'as vécu les deux réalités en fait. Mais bien sûr, en même temps. En parallèle. En parallèle, puisque... Moi, je vivais avec ma mère, si tu veux. Donc, j'étais tout le temps avec ma mère. J'allais à l'école, CM2, 6e, en fait, au collège, etc. Ouais, c'est elle qui m'a élevé. Mon père était là aussi, mais je vivais plus avec ma mère. Et donc, j'ai vécu cette réalité dure où, je te donne une anecdote toute bête, je voulais m'acheter un jeu vidéo. Ma mère, elle pouvait pas me l'acheter, tu vois. Elle me disait non. Donc, heureusement qu'il y avait mon père. Et j'appelais mon père et c'était OK. Ouais. Mais... je pense que c'est ce qui m'a donné la détermination que j'ai aujourd'hui de pas lâcher. Et de pas dépendre. Et de pas dépendre, ni d'un mec, ni d'une femme, ni d'une mère, ni de personne. D'être autosuffisant. Il faut dépendre de soi-même. C'est-à-dire, ton corps, c'est toi, il faut dépendre de toi, personne ne t'aidera. Et je pense que je l'ai conscientisé très jeune, que personne ne t'aide. Ouais, donc ça t'a forgé ce tempérament je pense. D'indépendance et de force de caractère aussi, quoi. Ouais, je pense. De te dire, moi, je verrai pas ça, quoi. Non. Tout sauf ça. Je veux être solide, quoi, financièrement. Je veux être solide. Et c'est même pas que le financier, c'est aussi... alors, au début, c'était le financier, quand j'ai démarré la boîte. Mais plus j'entreprends et plus je me rends compte qu'il y a le financier et il y a l'entourage que tu veux te construire. Alors, j'ai de la chance d'avoir une grande famille, je m'entends bien avec ma famille, etc. Mais tu as de la chance aussi, t'as la liberté de pouvoir créer ta famille, rencontrer des nouvelles personnes, avoir des gens que t'aimes autour de toi. En fait, tu te crées ton petit cercle, ton petit... Et dans le business, par exemple, tous mes salariés et tous les gens avec qui je bosse, mes collaborateurs, mes équipes, c'est aussi des amis. C'est aussi des amis. Alors, ça a des avantages comme des inconvénients, attention. On peut en parler si tu veux, mais... Ils peuvent pas pratiquer le silence radio longtemps, là. Non, mais attends, en fait... tu vas recevoir ton solde de tout compte, ça va te calmer, toi. T'imagines, non. La pression. J'en suis pas arrivé là. J'ai jamais licencié quelqu'un pour l'instant. J'ai que fait embaucher, donc tant mieux. Je redoute ce moment, d'ailleurs. Laisser la DRH faire ça. Ouais, exactement. J'ai Thomas qui travaille avec moi. Je t'expliquerai qui est Thomas tout à l'heure. Mais Thomas gère toute la partie, justement, équipe. C'est lui qui gère toute cette partie-là. Mais voilà, je pense que...
pour revenir à ce qu'on disait, honnêtement, je pense que c'est ce qui m'a forgé. C'est ce qui m'a forgé, et c'est ce déséquilibre entre réussir financièrement. Je parle de financièrement uniquement, parce que réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi réussir pour toi, d'ailleurs? À réussir. Je te retourne une question. Moi, je dirais réussir, c'est être fier de soi. Ouais. Quand tu es satisfait, tu vois. Quand le matin, tu te lèves, tu dis... Ou quand tu te couches. Le matin, en te levant, en te disant... Je me lève et je suis déterminée, je vais faire ça, ça, ça. T'es plein d'ambition, plein d'envie. Et quand le soir, tu te couches, tu dis... J'ai fait ce que j'ai dit, quoi. Et t'es satisfait. Ouais, tu te satisfais toi-même. C'est-à-dire que t'es fier de toi. Tu sais que ce que t'as dit, et tu l'as fait, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai. Bah, pour moi, réussir, ça rejoint ce que tu dis, c'est déjà ne pas manquer, manquer de rien, c'est-à-dire ni d'argent, ni d'amour. Déjà, ça, c'est la base pour moi. Et moi, pour moi, réussir, c'est aussi fonder une famille par la suite. Voilà. Et bien sûr, exploser dans mon business et être le number one. Ça serait incroyable. Donc voilà, pour moi, la définition de réussir. Et si les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent devaient retenir une chose de toi, ça serait quoi? Ma gentillesse. Je pense. Je suis quelqu'un de profondément gentil. Et des fois, on me le reproche. Parce que j'ai un coach, j'ai un coach de vie, en fait, qui me dit des fois, la gentillesse ne paye pas. Mais j'ai pas envie de changer pour une société, tu vois. Est-ce que c'est la gentillesse ou la douceur? Non, la gentillesse. Parce que je suis pas doux. Ah, par contre, je suis pas doux. Je suis pas du tout quelqu'un de doux. Alors, ou alors c'est une carapace, mais dans le business, je suis pas du tout doux. Mais en fait, la douceur et la gentillesse, c'est souvent corrélé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gentillesse, c'est un choix. La douceur, c'est un choix. C'est une décision, en fait. C'est-à-dire que moi, souvent, on me dit « Oui, Sonia, tu es douce, etc. » Et souvent, la gentillesse et la douceur, c'est quelque chose un peu sous-coté, tu vois. Ou comment dire, ça n'a pas les lettres de noblesse que ça devrait avoir. Parce qu'on vit dans un monde de prédation où tout le monde cherche à écraser l'autre. Ouais, c'est ça. C'est la loi du plus fort. Exactement. Et en fait, tu te dis, bon, bah, moi, si je sors pas l'écrou, on va me bouffer, en fait. Bah, c'est exactement ce que je me dis. Et là, ta question, c'était qu'est-ce que les gens peuvent retenir de moi? Je dirais, c'est ma gentillesse, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'oublie pas de quelqu'un, c'est la gentillesse et la bienveillance. Et ça, je pense que quand tu rencontres quelqu'un, tu l'oublies pas. Tu oublies peut-être les choses que tu entreprends. Par exemple, dans peut-être 15-20 ans, on va oublier que j'ai produit une émission pour Christina Cordula ou pour un tel ou pour un tel. Mais je pense que la gentillesse d'une personne, tu la ressens et tu l'oublies pas. C'est mémorable. Ouais, c'est mémorable. Mais dans le business, est-ce que c'est un inconvénient? Parce que tu disais que ton coach de vie te oui, faisait un petit peu le reproche, entre guillemets, d'être trop gentil. Point d'intention, d'être vigilant sur cet aspect. Ouais. Et parce qu'ils pensent que ça peut te desservir dans le business. Exactement. Bah, en fait, comme tu le dis, on vit dans un milieu de requins, surtout dans mon milieu qui est le digital, le marketing, le digital marketing, le milieu de la télé, ce que tu veux. Enfin, ce milieu-là. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Financiers, d'images. Ouais, mais on sauve pas des vies. Tu vois, moi, des fois, en fait, des fois, quand je suis en réunion avec tout le monde, on a beaucoup de pression au bureau. C'est oh là là, la vidéo elle doit sortir à 18h. Non mais les gars, ça sort à 18h. Mais attention. Et les gars, on ne sauve pas des vies. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il faut savoir recentrer les choses. Bah oui, c'est-à-dire si ta vidéo elle sort à 18h05, c'est pas la mort. On est sur une plateforme, tout va bien se passer, les gens vont quand même regarder ta vidéo. Oui, c'est pas une question de vie ou de mort non plus, quoi. Exactement. Mais pour revenir à ce qu'on disait, je pense que oui, la gentillesse, ça peut me desservir parce qu'on est dans un milieu, ce milieu-là moi, mon milieu, c'est la production audiovisuelle. C'est un milieu de requins, comme tu dis. Alors, ça veut dire quoi, un milieu de requins? Bah, clairement, si tu montres que t'es faible ou que t'es trop gentil, on va venir te bouffer et on va essayer de le faire. Moi, j'ai des concurrents qui me connaissent. Et qui voient que je suis quelqu'un de gentil et du coup ils prennent la confiance. Et surtout j'ai quelque chose aussi, c'est que je suis très jeune. Ah oui. Et ouais, j'ai 23 ans. Donc du coup un mec de 23 ans... C'est perçu comme une certaine naïveté? Ah bah bien sûr. Mais même j'ai certains de mes clients me le disent, ils me disent mais des fois mais pas en termes de crédibilité ou non, en crédibilité, j'ai pas de problème avec mes clients parce que sinon ça ne serait pas mes clients, tu vois, tout simplement. Mais par contre, des fois mes clients ils me disent oh, t'es peut-être naïf. Tu vois, c'est des phrases comme ça où tu sais qu'ils te le disent par rapport à ton âge. C'est ton bon cœur en fait. Bah ouais. Mais je pense que même plus tard tu seras pareil, hein. C'est pas une histoire d'âge. Hein.
Ah, moi aussi, je suis Parce pas... que moi-même, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Non, on mais me je dit, pense, je sais, je sais que moi, ouais. je sais que moi, c'est pas une question d'âge, mais je pense que les gens me font cette réflexion pour mon âge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, je sais qu'à 40 ans, je serai la même oui, personne. tu seras pareil, ça, on se refait pas. Ça, c'est parce que j'ai un bon cœur et je suis profondément gentil. Et on parlait de l'enfance tout à l'heure. Je sais pas quelle est ton enfance, d'ailleurs, ça m'intéresserait aussi de connaître. Mais je pense que quand tu as grandi avec l'amour de tes parents, et l'amour de ta tante, et l'amour de ton frère, et l'amour de ton petit chien que tu avais à la maison, je pense que tu es fort. Tu es quelqu'un de fort. Et quand tu as manqué, en revanche, d'amour, bah souvent, ça crée des pervers narcissiques. Ça crée des gens qui sont jaloux. Moi, je suis envieux de personne, je suis jaloux de personne, tu vois. Donc, ouais, je vois très bien. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, le fait d'avoir eu ce capital confiance, tu sais, à travers l'affection, les démonstrations, etc. Bah, c'est sûr que tu es plus confiant face à l'existence. Tu arrives déjà avec un bon capital confiance. Après, je pense pas que si tu es manqué d'amour ou d'affection, tu vas forcément devenir un pervers narcissique, tu vois. Non, pas forcément. Je dis ça parce que c'est mon parce que j'ai connu. Fait, oui, mais je pense qu'il y a deux chemins. Soit tu deviens effectivement une personne peu recommandable, hein, c'est pas mal ça. Voilà. Une personne non recommandable. Ou soit tu deviens tout le contraire. Ou soit tu deviens le contraire. Mais en fait, c'est une décision, je pense. Tu penses que tu décides ou tu... Je sais pas, je saurais pas dire parce que je suis pas une professionnelle, mais je pense qu'il y a deux chemins. Et il y a des gens qui ont décidé d'être dans la lumière et d'autres qui ont décidé d'être dans les chemins obscurs, tu vois. Je sais pas si c'est une décision, mais effectivement... Après, par rapport à la gentillesse, la douceur et autres, je pense que c'est un choix. Parce que tu pourrais très bien être... méchant. Quelqu'un qui... Ben bien sûr, c'est très facile d'être méchant, c'est très facile d'humilier, mais c'est très facile ça serait pas moi, je te jure. Non, mais tu pourrais. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on pense que les gens gentils sont faibles, c'est une erreur, ils sont très forts. Parce que moi, je dis toujours, la douceur est invincible. Ça veut dire que il faut une force énorme de caractère pour se contenir, pour avoir la maîtrise de soi. Lorsque tu as des personnes qui dépassent tes limites ou qui ne te respectent pas ou autres. En fait, pour moi, le fait d'être doux et d'être dans la gentillesse, dans cette forme de bienveillance, c'est déjà une forme de respect vis-à-vis de toi et des autres, et aussi une discipline intérieure. Pourquoi insulter? Pourquoi humilier? À quoi bon? Ça t'apporte quoi, en fait? Mais je pense, c'est pour ça que je te dis, je pense que les gens, alors qui manquent d'amour ou qu'on manquait d'amour, ou ça peut être un autre problème, je suis pas psychologue, mais je pense que quand il y a quelque chose qui va pas au plus profond de toi, tu deviens plus facilement méchant. Mais je pense que c'est un problème de confiance en soi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de descendre quelque chose qui n'est pas au-dessus de toi, en fait. Ouais, mais moi, je peux te donner un exemple ou pas? Vas-y. Moi, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je vais le dire. Ouais. J'ai confiance en moi dans le business, dans le travail. Ok. Dans le travail, je sais que je suis fort. En tout cas, dans mon modèle économique. Parce que t'as fait tes preuves, ouais. J'ai du tangible et j'ai fait les choses et j'ai ramené des contrats. T'as du track record derrière toi, donc t'as transformé, donc tu es certain de ce que tu sais faire. Exactement. J'ai aucun problème et personne ne me déstabilise là-dessus. Par contre, en perso, tu vois, avant de commencer le podcast, je t'ai dit, attends, est-ce que l'angle il est bien? On voit mon ventre et tout. Parce que j'ai un gros problème de confiance en moi physiquement. Mais je vais pas aller rabaisser quelqu'un qui est au top de sa forme. Oui, mais parce que ça t'apporte rien. Parce que humainement, ça t'apporte rien. Moi, je pense que les gens qui ont besoin de dévaloriser, de dénigrer, d'humilier, c'est des gens qui se renforcent en mettant les gens plus bas que terre. Alors que, concrètement, toi et moi, on sait qu'on n'a pas besoin de ça. C'est vrai. T'as des gens qui se renforcent en mettant les gens plus bas que terre. Mais ça, c'est... Il n'y a rien à faire avec ces gens-là, en fait. Tu les changeras jamais. Enfin, bon, bref. Et dans le business, je pense que c'est les mêmes que tu retrouves. Hein. Bien sûr. Dans le business, moi, je fais une distinction entre la vraie vie et mon business, parce que mon business n'est pas la vraie vie, si tu veux. Moi, je fais un travail d'image. Ouais. Moi, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis producteur dans le digital. Donc, c'est quoi mon métier? C'est que j'accompagne des personnalités télé. Donc Christina Cordula, Laurence Boccolini et d'autres, Léa Djadja, voilà, et des artistes aussi. Et en fait, je conçois des concepts pour YouTube, pour la plateforme YouTube, et Instagram, TikTok et les réseaux sociaux. D'accord. Donc en fait, j'amène ces gens de la télé sur le digital. D'accord. Et c'est ça mon modèle économique aujourd'hui. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu le chemin inverse. Parce qu'avant, on avait soit des personnalités donc, de la télé, donc ce qu'on appelle le petit écran, et un monde de youtubeurs qui émerge
sur les réseaux sociaux, un peu comme, bon, je te donne des noms, hein, parce qu'on va parler concret, Léna Situation, Squeezie, Natou, Chéra, bien sûr. Inox, Tag, etc. Ouais. Sont des personnalités pure YouTube. YouTube, voilà. Et qui, à mon sens, n'auraient jamais émergé dans les médias traditionnels. Non. C'est vrai ce que tu dis. Parce que, en dehors des cases, pas de réseau. Non, mais c'est surtout que c'est pas ce qu'on attend d'eux à la télé et inversement. Je pense qu'aujourd'hui, Léna Situation, elle a percé parce que il y a eu une réelle proximité et authenticité avec sa communauté. Mais qu'en télé, elle n'aurait jamais pu faire. C'est ce qu'on appelle the girl next door, tu vois. Okay. Elle pourrait habiter la porte en face de chez toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, The Girl Next Door, c'est un concept assez ancien. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu. Oui, il y a un film qui s'appelle comme ça. Ah, voilà. En fait, le concept, c'est quoi? C'est que ça pourrait être ta voisine, ça pourrait être ta copine, ça pourrait être ta C'est ce que je te dis, collègue. Il y a la proximité. En fait, c'est Madame Tout-le-Monde, en fait. Ça. Et enfin, télé... Mademoiselle Tout-le-monde. Et c'est pour ça que tu as cette familiarité qui se crée facilement avec le public. Grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Parce que tu as l'impression de faire partie de son univers. Elle pourrait être ta copine, elle pourrait être ta collègue, elle pourrait être ta sœur, elle pourrait être... Tu vois ? Exactement. Et surtout, tout ce qu'elle entreprend aujourd'hui marche. Pourquoi ? Parce que les gens ont confiance en elle. Elle a su créer justement sa marque personnelle. C'est ce que je fais avec mes autres talents. Je vais te parler de ce que je fais aussi. Elle a une marque personnelle qui est énorme parce que aujourd'hui, les gens, ils ont confiance en elle. Donc, elle peut faire un hôtel, ça va cartonner. Elle peut lancer une marque de vêtements, ça va cartonner. Elle peut faire une collaboration avec Nike, tout le monde va acheter. Ouais, c'est parce sold que out, tout le monde a envie de lui ressembler. Tu vois, ouais. elle a un style de vie. Oui, parce elle prend son Vélib à Paris, tout va bien. Tu vois. Et aussi, elle incarne une certaine forme de réussite où on se dit, bah, ça pourrait être n'importe qui, en fait. Et ça fait rêver. Et en fait, tu as l'impression que n'importe qui peut avoir cette fame-là, alors que, bon, toi et moi, on sait que c'est pas vrai, mais elle incarne un peu cet espoir de se dire, bah, elle a percé, bah, moi aussi, en fait. Ouais, mais moi aussi, mais combien elle a fait de vidéos avant de percer? Tu vois, les gens, ils voient aussi uniquement la réussite. C'est comme moi. Hein. Bah ouais, on voit que la partie visible de l'iceberg, on voit pas tous les... Mais bien sûr, Léna Situation, avant de percer, je crois qu'elle a posté, sans dire de bêtises, à mon avis, entre 200 et 300 vidéos, tu vois. C'est énorme. Tu te rends compte, 200 montages, 200 vidéos à faire. Ouais, c'est beaucoup de travail. Donc voilà. Et à travers ton parcours très jeune dans le digital, l'audiovisuel, les médias, est-ce que, tout à l'heure, tu disais c'était une passion ou tu l'as très vu comme une stratégie? Non, c'était une passion. D'ailleurs, quand j'ai ouvert ma société, alors l'ouverture de ma boîte, elle a vraiment été pour la passion, mais pour aussi faire de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand j'ai quitté le salariat, je me suis retrouvé sans rien. J'avais pas d'argent, je suis retourné vivre chez mon père. J'avais une grande maison, j'ai rendu ma maison, je suis allé habiter chez mon père. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi, tu vois, c'était pas non plus il y a très longtemps. Et j'ai créé ML Productions parce qu'il y avait une influenceuse à l'époque qui s'appelle Laura, qui est toujours chez moi d'ailleurs. Donc voilà, ça a été ma première cliente qui avait besoin que je lui développe sa chaîne YouTube et j'ai commencé avec elle. D'accord. Et l'histoire, c'est qu'elle m'appelle, elle me dit voilà, j'aimerais que tu me fasses mes vidéos YouTube. Donc je lui fais ses vidéos et je vois que je peux lui demander de l'argent. Ah oui, parce que du coup, c'est du montage. Ouais, ça se monnaie, bien donc sûr. Ça se monnaie. Donc, elle me fait un virement. Donc, je lui fais une facture, elle me fait un virement et elle me paye ma première facture. Et je crois que c'était une facture. C'était ta première cliente ? Laura Lampica, ouais. Ouais, c'était ta première cliente ? Ma première. Et mais je la connaissais depuis longtemps de l'influence. Hein. D'accord. Et en fait, je me dis, ok, waouh, je peux faire du chiffre d'affaires en faisant ma passion. C'est génial. Et à cette époque-là, quand je fais ces montages vidéo, j'ai pas 1 euro sur mon compte. Ma carte, elle passe même pas pour aller prendre un McDo ou un truc. J'ai 0 argent. Donc là, en fait, tu sors de chez Magali Berda, c'est ça ? Exactement. De l'agence. C'était quoi ? C'est Shona Evans, c'est ça ? Shona Evans, ouais, exactement. D'accord. Donc en fait, j'ai fait 7 ans avec Magali en tant que salarié. Okay. J'ai quitté le salariat, donc j'ai fait ma rupture conventionnelle. Mais le temps que tout se mette en place et que je touche le chômage, etc., il y avait un certain temps où j'ai tout perdu, tu vois. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien, j'ai tout perdu. Et c'est là que j'ai créé ML Productions. En fait, tu l'as créé quand tu étais en bas. Ouais, bah ça m'a vénère. Down. Je me rappelle, ma carte, elle passait pas. Ça, je me disais, mais attends, c'est une frustration. Genre, t'as rien. Je vais pas appeler mon père. En plus, comme on dit, t'as connu la Hesse. Ouais, exactement, mais c'est ça. Mais non, mais surtout, imagine-toi, depuis mes 16 ans, je suis indépendant financièrement. C'est-à-dire que depuis mes 16 ans, j'ai un salaire. Donc aujourd'hui, il y a t'étais bien payé ou pas ? Où ça ? Quand t'étais jeune, là, ton premier job, c'était bien payé ou pas ? Ouais, j'étais très, très bien payé. Mais genre combien ? Ah, tu veux des chiffres ? Bah, j'avais un salaire de 3 000 euros net. Ouais, 3 000 euros net. Mais en plus, je pouvais toucher des coms. Donc, j'avais un bon salaire. Ouais. Mais tu touchais des coms sur quoi ? Sur ce que je vendais.
J'étais Ah commercial. oui, quand tu faisais. Je faisais du commercial, je m'arrangeais avec ma patronne, j'avais des Mais quoi, commissions, t'allais j'avais des chercher des primes. prestats, t'allais chercher des. Des placements de produits Ah, pour les d'accord. Donc, t'allais influenceurs. chercher des boîtes qui voulaient placer. Exactement, leurs produits. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah c'est ça, après j'allais pas chercher des boîtes, hein. Moi j'avais mes clients de d'habitude, tu vois, j'avais certains clients Donc, en fait. tu démarchais des marques. Ouais, bah à cette époque non, parce que c'est les marques qui venaient à nous, on Ah, était en ok. explosion, ouais. Et ça m'a appris aussi le commercial, ça m'aide aussi dans mon modèle économique aujourd'hui. Ouais. Ouais. Bon, après, il y a eu le Booba Gate. Bah justement, pour rentrer dans le détail, comme ça je te dis tout, tu me mets à l'aise, je te dis tout. Vas-y. En fait, moi, bon, Magali déjà c'est une personne que j'aime beaucoup. D'accord. Bah, en fait, ce que tu disais, c'est ton mentor. En Ouais, fait. bien sûr, Celle ça a qui été t'a mon appris, mentor. Mais bien les sûr, bases. mais évidemment, je cracherai jamais dessus. Il n'y aurait pas de Lucas Malo sans Magali Berda, tu penses? Si, quand même, non, là c'est fort ce que tu dis. Non, il y Non. aurait Lucas Malo parce que je pense que j'ai ma personnalité. Même quand j'étais salarié, quand je commençais, l'anecdote elle est drôle. À l'époque où je bossais pour Magali, même des salariés de l'agence, même Magali me le disait, alors que c'était ma patronne. Hein, elle me dit non mais arrête, tu te prends pour qui là, faire ton patron. Tu sais, j'étais tellement. Non, en fait, dans t'étais mon déjà truc. dans ton leadership. Ouais, en fait. ouais, j'étais dans mon leadership, j'avais mes assistantes. Tu sais, j'étais. T'étais intrapreneur, quoi, déjà. Ouais. T'étais intrapreneur. T'étais déjà dans un mindset de leadership. Ouais, et je pense. Et tu tout le gérais monde... ta petite entreprise dans l'entreprise. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Genre, j'avais. Parce que t'étais déjà y avait dans des ta vision, quoi. Bah, il y avait des commerciaux qui avaient, je sais pas, 45 ans et je passais pour le lèche-cul ou je passais pour. Parce qu'en plus, le c'était mec... encore plus jeune, là. Ouais. Ah ouais, j'étais le plus jeune de la boîte. J'étais le plus jeune de la boîte et j'étais la personne qui est rentrée dans les premiers dans cette boîte. Donc, du coup, j'avais une relation avec Magali qui était vraiment proche, tu vois. C'était D'accord. comme une deuxième mère. Ah ouais. oui, on avait une très bonne relation. Et en fait, ce qui s'est passé, pour tout te dire, c'est qu'il y a eu Booba. Donc tout ce qui s'est passé autour des influenceurs et tout, Ouais. elle psychologiquement ça a été très dur pour elle, mais très dur pour moi aussi, parce que Toi, tu l'avais vécu. ah, je l'ai très mal vécu. Bah, tous les jours, tu te lèves pour aller en travailler mode dans une collatéral. société Ouais. qui est accusée d'escroquerie toute la journée. C'est comme si demain tu travailles chez Carrefour et on te dit ah bah Carrefour c'est de l'escroquerie, c'est que de la mauvaise qualité. Tu sais à un moment donné t'en as marre, tu vois. Psychologiquement c'est dur. Donc je suis parti pour cette raison et je suis aussi parti parce que j'avais besoin d'entreprendre. J'avais besoin d'entreprendre, j'en avais marre. Donc ça t'a pesé psychologiquement, cette pression médiatique et tout? Ouais, c'est la pression médiatique et en plus c'est pas moi qui étais à l'image, hein, c'était plus mon ancienne patronne. Ouais. Mais ça m'a pesé, j'en avais marre. Et puis j'en avais marre de plein de choses aussi dans la société en interne. Je voulais me casser. En fait, je me suis dit j'ai qu'une vie, je me casse. Et je fais ce que j'ai envie de faire maintenant. Ouais. Et à partir de maintenant, je suis libre. Et j'ai demandé ma rupture conventionnelle et je suis parti. Et quand t'as découvert ce milieu, qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Tu sais, les gens, ils se demandent, il y a quoi? C'est quoi les backstage, les trucs, les machins? Tu sais, il n'y a rien de croustillant. Y a Alors rien oui, qui t'a choqué? Oui, que des gens gagnent plus de 100 000 euros par mois en faisant des placements de produits. C'est choquant. Avec un QI assez faible. Ouais, mais après, c'est des... Alors, tu sais, je vais te dire quelque chose et je les défends pas, j'ai pas de contrat avec eux. J'ai aucun contrat, je suis pas sous NDA, je suis pas sous contrat. Ouais. Mais je vais te dire un truc que je pense avec mon cœur. Dis-moi. Je pense que c'est des gens... Ouais, il y a eu des cons dans la télé-réalité. Il y a des gens, ils valent même pas la peine. Ils valaient même pas la peine de gagner 1 euro parce que c'était des gens pas cultivés, c'était des gens qui étaient pas bosseurs, c'était des gens qui parlaient mal avec un ego Ouais, surdimensionné. c'est Je le ça. dis maintenant, j'ai pas de problème à le dire. On veut des noms. Non, je suis pas... Tu sais quoi? T'as peur du bise, là. Non, mais je travaille même plus avec des... J'ai aucun candidat de télé-réalité dans mon agence, sauf Laura Lampica qui est ma seule, Oui. parce que Par c'est fidélité, mon en amie. fait, Mais c'est mon amie, Ouais, en par fait. fidélité, je pense. Exactement, ça a été ma première cliente. Mais j'ai plus personne de télé-réalité. Aujourd'hui, je travaille avec des gens comme Christina Cordula, Ouais, t'es Laurence loin Boccolini. Comme je te dis, voilà, ça n'a rien à voir. Chéra, la youtubeuse, Ouais. ça n'a rien à voir. Je veux dire, je suis rentré dans une autre catégorie. Donc, je suis plus dans la même. Ouais, t'as changé d'univers. en Bien fait. sûr, j'ai changé d'univers. Et T'as donc, opéré ta mutation, quoi. ouais. T'as muté. Mais je pense que ces gens-là, malgré tout, Oui. et pas tous, hein, il y en avait qui étaient très intelligents. Non, mais je pense que c'est un peu comme tout. T'en as qui sont intelligents Bah, et t'as des t'en bons as et qui des sont mauvais. faibles d'esprit, c'est Mais tout. bien sûr, tu as des bons et des mauvais de partout. C'est comme dans le milieu du travail, de l'entrepreneuriat, de la télé-réalité, de, je sais pas moi, de l'aviation, tu vois, tout ce qui est hôtesse de l'air. J'en sais rien, dans chaque milieu, tu as des bons et des mauvais. Dans une cité, tu as des bons et des mauvais. Ouais, c'est ça. Dans, En fait, c'est pas ta catégorie qui te confère une intelligence ou pas, en fait. Mais non, C'est c'est pas parce pas que t'es dans la catégorie télé-réalité. que Bah t'es non. forcément... Ah non, pas du tout. Tu restes un bête, être humain, Ou forcément... je pense qu'il y a un peu de tout, tu vois. Mais pour te répondre, le truc un peu croustillant à dire, c'est malgré tout, ça me choquait qu'ils gagnaient 100 000 euros ou 30 000 euros. En fait, t'étais choqué des montants. Des montants et de la manne financière autour de ce business, quoi.
Mais attends, toi, tu prends le métro tous les matins. Tu te lèves à 6h du matin. Non, j'abuse. Je commençais à 10h. J'arrivais toujours à 10h. D'ailleurs, elle pétait un plomb, Magali. Je me rappelle. Bref, tu te lèves le matin, en tout cas, même à 10h, mais tu te lèves le matin. Tu vas travailler, tu prends le métro, tu transpires l'été, il fait chaud. Tu vas à Paris, tu t'enfermes dans un bureau, tu te mets sur ton Excel, tu travailles toute une journée, tous les jours. T'as une pression parce que, attention, Magali, c'était une machine de guerre. Hein. Ah ouais, c'était une machine de guerre. C'est une bosseuse. Ouais. On peut lui dire tout, hein. Mais c'est une bosseuse. Et c'est elle qui m'a appris à bosser. Et ça, je le dis encore maintenant. Tu vois, c'est pour ça que je parle de mentorat, de mentor. Aujourd'hui, moi, je suis devenu le mentor de certaines personnes. T'as inspiré. J'ai inspiré elle des t'a gens. inspiré et du coup, aujourd'hui, c'est toi qui en inspire d'autres. Je pense. Mais pas dans le même modèle économique. Puisque elle faisait du placement de produits. Moi, je fais de la production. Tu vois, c'est pas pareil. Mais ça se rejoint. Mais pour te répondre, ces gens-là, effectivement, ils étaient ce qu'ils étaient. Il y en avait des bons, des mauvais. Mais par contre, ils savaient créer une communauté, c'est-à-dire que les gens les regardaient. Donc au final, ils avaient un talent. C'est-à-dire ils avaient un talent. Les gens les regardaient. Ouais, ils faisaient des millions et des millions de vues. Dire qu'il y a un intérêt autour de ça. Mais c'est un peu le débat qu'on a aussi sur les joueurs de foot en disant oui, mais attends, ils tapent dans un ballon. Ils ont un talent. Mais en fait, je pense que c'est même pas une histoire de talent ou pas talent. Je pense que c'est une histoire de dès lors que ça génère de l'intérêt. C'est-à-dire que tu as bien des gens qui regardent les matchs de foot, tu as bien des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui regardent. Mais si ça génère de l'intérêt, c'est un talent, tu confirmes. C'est-à-dire que tu peux générer de l'intérêt sans avoir de talent. Mais pour moi, on va peut-être pas être d'accord. Pour moi, c'est un talent d'être suivi. Par exemple, toi, tu crées du contenu, moi je crée du contenu demain. Ouais. Pourquoi les gens vont plus me regarder moi que toi ? Parce que peut-être j'arrive mieux à communiquer, j'intéresse plus les gens, je vais raconter le matin, je me suis levé, je vais raconter En fait, je pense que c'est un talent de fédérer une communauté. En fait, je veux dire que se mettre en scène... Ouais, exactement. Se mettre en scène... T'as dit les mots. Ça exige et ça... Du talent. Ça exige pour du talent. Moi. Ouais, pour moi. Après, mais ça, c'est très actuel, après. Je suis pas en train de les défendre parce que... Non, parce qu'il y en a, ils te disent c'est la culture du vide. Mais c'est Les gens, ils se filment à se laver les dents, à se mettre des crèmes, le get ready with me. Alors, je te montre ce que je mets. Bon, après, c'est un peu du vide, tu vois. C'est un peu du vide, mais bon, c'est du vide, mais qui divertit, c'est du divertissement. La télé-réalité aux États-Unis... Dès lors que ça génère de l'intérêt, même si ça n'exige pas de talent, le simple fait que des gens regardent, ça génère du chiffre. Et le chiffre, c'est de l'argent. Bien sûr. Ah bien sûr. Donc sans pour autant être un prix Nobel de philosophie, tu vois. Mais, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Mais voilà. Ou un prix Nobel de littérature. Mais sans pour autant avoir un talent spécifique. Juste être toi, en fait. C'est le principe du personal branding. Bien sûr. C'est mettre en scène toi. Sa propre marque et le produit, c'est toi, en fait. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça, et moi, ça m'a inspiré tout ça, tout ce milieu, mais à un moment donné, j'ai eu envie de partir, parce que quand tu fais la même chose pendant 7 ans, et que tu travailles dans le même milieu, alors oui, ça fait rêver, oui, c'est un milieu qui m'a inspiré, mais j'avais envie de faire autre chose à un moment donné, ouais. Et selon toi, c'est quoi la plus grande illusion du milieu de l'influence ? C'est que c'est facile. Ah oui, les gens ont l'impression que c'est facile. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile parce que l'influence, déjà, faut supporter être connu, être reconnu. C'est quelque chose qui est pas facile, mais bon, ça, c'est pas très grave encore. Mais c'est surtout un milieu qui est très dur. Regarde, je te donne un exemple. Demain, tu fais une bêtise, t'en parles à ta tante et t'as ta famille ado. Parce que t'as fait une connerie et t'as toute ta famille. Tu pleures dans ton lit. Alors, t'es pas bien, ça dépend de ce que t'as fait, mais tu t'en veux et t'as que ta famille ado. Imagine demain, tu fais quelque chose et t'as la France entière contre toi. L'exposition. La France, c'est-à-dire tout le monde te pointe du doigt à toi. L'exposition médiatique. Ouais, et ça, c'est pas facile. Moi, j'ai vu des gens, sans citer de nom, mais j'ai vu des gens pleurer dans des chambres d'hôtel, mais tellement malheureux, alors que leur compte en banque est plein. Écoute-moi bien, leur compte en banque est plein. Ça n'a rien non, mais ça n'a rien à voir. Oui. Bien sûr, t'as des gens blindés qui sont pas heureux, on est d'accord là-dessus. Il y en a, ils pleurent dans des lambeaux. Hein. Mais c'est bien sûr. Mais ce que je veux te dire par là, d'ailleurs, c'est pour ça que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que tu vois, il y a des gens qui n'en ont pas et qui sont très heureux. C'est une question de mindset, encore une fois. Et le mindset, on va en parler, parce que je fais de plus en plus de dev perso et tout. Ça y est, ça commence à rentrer dans moi, là. Mais t'es obligé quand t'es entrepreneur, je pense. Mais pour revenir à
à la télé-réalité, ouais, il y a des gens qui étaient profondément malheureux et qui pleuraient, mais pas qu'une fois, c'est-à-dire tout le temps. Ils étaient, comment on appelle ça? Il y a un terme. Ils sont non, attends. Ils sont, je sais plus. Il y a un terme, il y a un nom. Il y a un nom pour définir pour ça. Dire quoi Névrosés. Il y en a certains qui étaient névrosés, ouais. C'est-à-dire qu'ils deviennent... fou. Cette exposition-là les rend un peu perturbés, tu veux dire? Ouais. Ça génère des perturbations? Ouais. Bon, alors écoute-moi avec mon petit retour d'expérience, là, parce que j'ai commencé les réseaux très récemment. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que, à titre personnel, ce que j'expérimente, c'est que c'est difficile de se montrer déjà. Ça a été difficile pour toi? Moi, par exemple, on me dit, oui, tu devrais faire prendre ton téléphone et te filmer et raconter un peu ta life et tout. Mais j'avoue que ça, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Mais est-ce que tu prends plaisir à le faire? Ou c'est forcé, honnêtement? En fait... Je te parle pas de créer du contenu en podcast, hein. Je te parle de... en fait, ça me demande filmer moins ta vie d'efforts. perso. Ça me demande beaucoup moins d'efforts. C'est de travail. C'est beaucoup plus naturel pour moi d'enregistrer un podcast en studio avec toi. Ça me paraît presque naturel. C'est une discussion. Voilà. Après, me filmer dans mon quotidien, pour moi, c'est plus compliqué. Parce que pour moi, je le ressens comme quelque chose d'intrusif. Ah, tu vois. Donc, c'est en ça que je te rejoins. Je te dis, oui, c'est pas évident. Et que les gens pensent que c'est facile. Non, c'est pas facile. Non, en fait. c'est pas facile, le milieu de l'influence. Et puis, au-delà de la pression médiatique, tu as aussi une chose, c'est qu'un vrai créateur de contenu, il crée du contenu. Créer du contenu, c'est mon métier aujourd'hui. Je suis pas créateur de contenu, je suis producteur. Hein. Mais je crée du contenu aussi. Et c'est un vrai boulot. Moi, j'ai une équipe qui bosse du matin au soir, de lundi à vendredi. Il faut avoir des idées. Le montage, la post-prod, les idées, le tournage, la vision. En fait, c'est tout un truc. C'est un vrai boulot. Donc non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie, de toute façon. Ouais, c'est ça. Rien n'est facile. Et est-ce que tu penses que y en a beaucoup qui vivent au-dessus de leurs moyens dans ce business-là? Juste pour paraître, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment gagné de l'argent, mais qui, à un moment donné, n'en ont plus gagné. Mais il fallait garder... Show must go on, quoi. Il fallait faire semblant que tout va bien. Fallait garder la face, tu vois. Donc, coup, il fallait montrer... Ils ont maintenu le train de vie alors que ça suivait plus... Mais ça s'endettait, tu vois. Ils ont vécu à crédit, tu penses? Je sais pas. Je suis pas dans leur compte. Je suis pas dans leur compte en banque. En tout cas, ce que je sais... Ils ont maintenu le train de vie juste pour les apparences? Il y a beaucoup d'ego. Tu sais ce que c'est, l'ego? Ouais, je vois très bien. Il y a beaucoup d'ego. C'est un milieu avec beaucoup d'ego. Et moi, je supporte plus l'ego. J'ai horreur des gens qui ont trop d'ego. Ça m'énerve. Je suis devenu phobique de... Je sais pas si on peut dire je suis égophobique. Je sais pas si ça existe. Tu sais, les gens... T'as peut-être inventé un mot, là. Ouais, égophobique. Je suis égophobique. Ah ouais, non, mais je supporte pas parce que... Ceux qui vivent à travers l'ego. Qu'à travers ça? Qui ont beaucoup d'ego, qui ont toujours on peut rien leur dire, ou alors ils se prennent pour je sais pas qui alors que c'est personne, tu vois. Ah, t'en as beaucoup comme ça. Ouais. Bon, tu sais que moi, une fois, j'ai rencontré Maïva Genam à Dubaï. Tu sais que j'étais en appel avec elle il y a genre 20 minutes avant. Ouais, je te jure. Et je l'ai rencontrée comme ça, en random, comme ça. J'étais à Dubaï, j'étais downtown, machin, j'attends mon taxi pour aller dîner et tout. Et elle descend dans sa voiture rose de Barbie, là. Et moi, tu sais, j'étais un peu contente de la rencontrer parce que je trouve ça marrant, tu vois. Oui. Et du coup, je lui ai dit, bon, on peut prendre une photo et tout. Et elle était hyper froide, hein, hyper distante, pas très sympathique, tu vois. Ah ouais. Alors que moi, je suis plutôt cool, tu vois. Bah oui. Je me prends pas la tête. Oui, mais après, je pense qu'ils sont habitués peut-être à avoir des gens hostiles, afficher une certaine hostilité. Je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, quand tous les jours on te demande des photos, des fois t'as envie d'être tranquille aussi, tu vois. Mais c'est humain. Elle est pas profondément méchante, Maëva, en plus. Non, je pense pas. Mais bon, peut-être c'était pas le jour ou je sais pas. Mais c'est ça. Mais sans plus, quoi, tu vois. Rien de très compliqué. Et mais par contre, quand tu les rencontres, tu te dis la chirurgie esthétique, faut y aller tranquille, hein. Parce que quand tu les vois en vrai, tu dis ah ouais, quand même, tu sens que c'est refait, que le chantier il allait trop loin. Ouais. Ouais, après c'est. Tu te dis mais pourquoi avoir fait autant de chirurgie? C'est l'inspiration Kardashian, je pense. Je pense que c'est les Kardashian. Je crois que c'est les Kardashian, ils sont. Ouais, moi je pense.
Je pense que la télé-réalité française s'inspire beaucoup des États-Unis et je pense qu'aux États-Unis, ils ont un rapport avec la chirurgie qui est banalisé. Décomplexé même. Mais bien sûr, aux États-Unis, chez le tu as des chirurgien comme tu vas chez publicités. le coiffeur. Mais Ouais. bien sûr. Mais tu as des publicités, venez vous injecter. Tu as même des boutiques qui injectent. C'est-à-dire, tu as la seringue, votre injection à partir de tant de dollars. C'est normal là-bas. D'aller faire ses pommettes ou ses lèvres ou son botox, c'est quelque chose de banal. Alors que nous, c'est quand même, attends, faut aller voir un médecin. Mais ce qui est normal, hein, il faut pas prendre l'exemple des États-Unis. Hein. Ouais. C'est pas ça que je dis. Mais je pense que ouais, ils se sont inspirés beaucoup. Alors il y en a, ça donne bien. Parce que la chirurgie, ça peut être beau. Il y en a, c'est pas ouf, ouais. Il y en a, c'est pas ouf. Ouais, malheureusement. Moi, je suis pas trop fan de la chirurgie. Mais t'es bon, magnifique. C'est un autre débat. Mais T'es très belle, Sonia. Non, mais moi, j'aurais pu faire. T'en as pas besoin. J'aurais pu faire un truc, mais ça me. T'aurais fait quoi? Tiens, moi, j'ai une question. T'aurais fait Moi, quoi? tu sais quoi? Je comprends pas. Enfin, peut-être c'est bête ce que je dis, mais les gens qui font des BBL, qui font des grosses lèvres, des trucs hyper. Disproportionné. Moi, je pense qu'ils ont un problème de dysmorphie. Ah, tu penses? C'est-à-dire qu'ils se voient pas tels qu'ils sont. Donc, du coup, ils en rajoutent. Je pense, hein. Je pense que à force d'être sur les réseaux, tu sais, parce que moi-même, j'ai ce rapport-là à mon image maintenant que je me vois sur YouTube, machin. Des fois, je me dis, oh là là, t'es comme ci. En fait, t'es beaucoup plus critique avec toi-même. Bah, c'est ça. Je pense que les candidats de télé-réalité, tu relèves quelque chose. Ton regard est très critique envers toi-même. Tu relèves quelque chose qui est vrai parce que je pense que ça a été ça aussi pour beaucoup. De se voir à l'image. En plus, t'es en ITV, tu sais, en télé-réalité, t'es face à l'écran, tu commentes ce qui se passe et de te voir. Bah, je pense que tu vois tous tes défauts. Et les commentaires. Et aussi, t'as un gros nez. Ouais, voilà. Tu vois. C'est-à-dire que déjà, t'as un rapport à toi-même qui est dur. Parce que tu vois, ta petite voix intérieure, parfois, elle est peut-être même plus rude que les commentaires, tu vois. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu plus intransigeant avec soi-même. Et en plus, si effectivement, tu te prends des haters, des gens qui te critiquent sur le physique et tout, même Léna Situation, elle disait récemment, ouais, je me trouve pas belle et tout. À force qu'on me dise, oh, t'es pas belle, t'es ceci, à force de se faire critiquer le physique, ça altère ta propre perception de toi-même. Et du coup, t'es en perte de confiance alors que t'es magnifique, tu vois. Et qu'en réalité, t'as besoin d'aucune chirurgie, mais c'est juste ton rapport à ton image qui peut être altéré. C'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils font plus de chirurgie dans ce milieu. Je sais pas. Parce qu'ils sont soumis au regard critique des gens. Il faut en avoir les moyens aussi. Tu vois, il y a des gens qui sont complexés, mais qui n'ont pas les moyens de faire de la chirurgie. Je pense que c'est parce que c'était facile pour eux d'en faire, tu vois. Et il y en a même qui l'utilisent aussi comme business. C'est-à-dire que, j'imagine, il y a des chirurgiens qui se mettent aussi en avant par rapport tu peux pas faire ça en France. Ouais, c'est délicat ça. C'est très il y avait ça aussi. Non, c'est très réglementé ça par contre depuis le début. Ouais, tu peux pas faire la promotion d'alcool, de chirurgie. D'ailleurs à la télé, tu verras jamais une publicité de chirurgie ou d'alcool ou de tabac, tu vois. Donc ça c'est interdit. La publicité en France, elle est réglementée et tu peux pas promouvoir de la chirurgie esthétique ni de la médecine esthétique d'ailleurs. Et tout à l'heure, tu disais que tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer à ton compte si jeune? Parce que tu aurais pu repartir dans un autre salariat, dans un autre projet de salariat. Mais j'avais pas envie. J'avais envie d'essayer l'entrepreneuriat. Et je me disais, mais t'avais pas peur? Non, j'ai jamais ressenti la peur. Je me disais, mais c'est trop bien d'être patron, d'être chef d'entreprise, de gérer des trucs et de pouvoir vivre de ma passion. C'est pas le fait de dire je suis le patron, je suis le boss. Non, c'est le fait de dire je vis de ma passion. Et en vrai, je me suis rendu compte d'une chose au bout de 2 ans, c'est que c'est de la merde d'être entrepreneur. Comment ça, c'est de la merde? C'est-à-dire? Mais c'est... C'est chiant. Mais attends, il y a toute cette publicité sur le digital. Soyez à votre compte, soyez entrepreneur, la liberté financière, le truc, le machin. Ah, tu veux dire que là, on mais est c'est matraqué. De la pression. Ouais, en fait, on est matraqué sur les réseaux. Mais c'est pas la réalité. Disant, oui, il faut être à son compte, il faut être indépendant, la liberté financière. Tu vois, il y a beaucoup de superlatifs autour de ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'entrepreneuriat. C'est déjà première chose, c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, ma propre mère, je ne pense qu'elle le sera jamais. Alors ne jamais dire jamais, mais je ne pense qu'elle ne sera jamais entrepreneuse parce que déjà elle aime pas ça. Elle aime pas avoir des grosses responsabilités. Être à l'aise avec le risque, déjà. Bien sûr. C'est pas tout le monde. Ouais. Il y en a, ils ont une aversion au risque. Bien sûr. Il y en a qui aiment bien la sécurité, avoir leur salaire, etc. Évidemment. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a une espèce de facilité quand tu écoutes les infopreneurs, les mecs qui font des podcasts autour de l'entrepreneuriat.
Eux, ils vendent de la formation à Bien travers... sûr. Mais du coup, c'est ce que je te dis, les gens, il y a une fausse... En fait, les Yomi Denzel et compagnie, ils te vendent. Mais oui. Ils te le disent. Mais bien sûr. Ils te disent, voilà, avec ma formation, tu vas deviens devenir patron, riche. tu fais tes 10 cas par mois minimum, machin. Mais on sait que c'est pas vrai. Non, c'est quand je dis c'est de la merde, c'est un mot fort, parce que moi, je le vis, comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, et je peux t'assurer que tous les entrepreneurs qui m'écoutent, ils vont le comprendre. Moi, je fais des journées, je me lève à 6h tous les matins, et je me couche vers 22-23h tous les soirs. Et c'est pas une blague. Et j'arrête pas. Je vais au bureau. Tu vois, là, par exemple, je suis venu enregistrer le podcast. J'ai genre 3 ouvriers au bureau qui sont en train de faire des travaux. Je sais que quand je vais ouvrir mon WhatsApp, je vais avoir des problèmes du genre, on n'a pas pu faire ça. Parce que je suis en train d'ouvrir des studios de création de contenu. Et... En fait, je t'explique. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est que tu es l'éponge. C'est-à-dire que tout le monde vient te casser la tête avec des problèmes. Et c'est toi qui dois les gérer. Et tu dois encaisser. Alors, c'est un problème de salarié, un problème d'humain. Faut gérer de l'ego. Un problème faut payer une facture et t'as pas la trésor. Un problème de... C'est que des problèmes. Mais... tu t'y habitues, c'est-à-dire qu'au début c'est un peu dur, et puis après tu dis bon, c'est pas grave, je vais bien dormir ce soir, demain ça ira mieux, et tu t'aperçois, et c'est là que le mindset entre en jeu, il y a des fois où tu fais avec, et des fois tu fais sans, des fois c'est très dur d'entreprendre. Là par exemple, aujourd'hui quand je te parle, ce que je ressens dans mon corps, je me sens pas au top de ma forme, tu vois, là je suis un peu fatigué, parce que j'ai pris des nouveaux bureaux, parce que j'ai des travaux. T'as la pression. Ouais, j'ai beaucoup de pression. Par contre, demain, peut-être que je vais me lever, et je vais me dire non mais attends, c'est moi qui gère, je gère tout va bien se passer. En fait, c'est des hauts et des bas, tu vois, j'ai l'impression. Mais il faut savoir gérer ses hauts et ses bas. Mais c'est pas vrai de dire que... Il faut avoir une bonne psychologie. Mais bien sûr, mais il faut la contrôler. Dès qu'il y a le moindre couac, il faut rester solide, en fait. Mais c'est ça, et puis ta famille... C'est gérer des couacs. Et puis tu perds aussi ta vie perso. Moi, je veux dire... En tout cas, il y a peut-être des entrepreneurs qui arrivent à avoir dès le début leur vie perso et tout, mais j'ai l'impression que dans les débuts de l'entrepreneuriat, quand tu crées un projet, peut-être les 3-4 premières années, je sais pas... C'est beaucoup de sacrifices. Ouais, c'est qu'il y a des gens, des amis à moi que j'aime, tu vois, qui me disent tu te rends pas compte, t'es plus là. J'ai une copine à moi, elle a accouché, son bébé il a 3 mois, je l'ai vu qu'une fois. J'ai même pas eu le temps de passer des moments avec elle, alors que c'est même une de mes meilleures amies. Et ça me rend triste parce que le bébé il grandit et c'est qu'une fois. T'as l'impression de passer à côté de moments clés. Ouais, de moments clés avec mes amis, même avec ma famille. J'ai perdu. Non, je parle avec tout le monde dans ma famille, j'ai de la chance. Mais il y a de la distance qui s'est créée avec certains, tu vois, avec ma tante. Les liens sont distendus, mais parce que t'es très pris. Parce que j'ai pas le temps. Et t'as de la pression. Mais quand tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas conscientiser que c'est vrai. Tu vois, quand quelqu'un te dit « Oh, j'ai pas le temps ». Mais moi, j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est vrai. Tu vois, si tu passes 24 heures avec moi, tu vas comprendre. On va le faire. Ah ouais, on va le faire ma passion. je t'embarque. Le One Day With Me. Me dis que ça cartonne, ça. Mais ouais, ça va être trop bien. C'est un beau concept. Je te conseille de le faire. One Day With Me. Ça, c'est un beau concept. Il y en a plein qui l'ont lancé et ça cartonne. Parce que t'es en inside, Ouais, et les gens aiment voir aussi comment ça se passe dans la vraie vie, tu vois. Non, c'est entrepreneur, t'es une éponge. Et alors que quand tu assumes pour tout le monde. Et tu assumes, ouais. Ah bah oui. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas les gens je n'aime pas les gens qui ont trop d'ego, parce qu'en tant qu'entrepreneur, si t'as de l'ego, je pense que t'es déjà mort. Je pense que quand t'es entrepreneur, il faut savoir mettre son ego de côté. Tu vois, moi, je travaille avec des clients. Moi, je travaille avec des personnalités comme Christina Cordula, comme Laurence Boccolini, des gens qui ont fait 20 ans, plus de 30 ans de télé. Et aujourd'hui, c'est moi leur producteur sur le digital. Donc, je pourrais avoir un ego, dis-moi, tu te rends compte ? Tu vois ? Et non, parce que demain, je peux les perdre aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'ego. Être dans l'humilité, quoi. Mais oui, mais c'est ça. Et ça, quand tu es humble, quand tu es vraiment humble... parce que tu sais aussi que demain, ça peut s'arrêter. Mais bien sûr. Parce que je pense que tu l'as vécu aussi avec ton expérience précédente avec Magali Berda, pour ne pas la citer. J'étais là. Normalement, on ne devrait pas... Non, mais moi, je la cite, j'ai pas de problème. Ça me... Parce que tu l'as vu au top, tu as vu après... Et donc, tu sais que demain, ça peut s'arrêter aussi. Ouais. Je pense que tu as un niveau de conscience par rapport à ça. Ouais, je l'ai vécu. C'était pas moi qui étais au top, parce que c'était pas moi qui créais cette boîte, mais j'ai vu que tu peux être au top et que tu peux tout perdre. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas être cette personne-là. Cette personne-là qui a un but de sa personne, qui pense qu'elle est arrivée parce qu'elle fait un peu de chiffres, qui a un peu de visibilité. Mais d'un autre côté, c'est humain d'avoir de l'ego aussi, tu vois, c'est contre nature ce que je dis. Non, mais c'est l'ego qui te pousse. Ah bah oui. Mais en même temps, il faut de l'humilité pour rester pied sur terre. Voilà, c'est un équilibre. Mais, je suis d'accord avec toi, il faut avoir un petit peu d'ego, parce qu'en tant qu'entrepreneur... Sinon, tu n'allumes pas une caméra et tu n'allumes pas les micros. Bien sûr, mais il y a un truc qu'on dit jamais... Tu restes dans l'ombre. Mais il y a un truc qu'on dit jamais sur les entrepreneurs, c'est qu'ils sont souvent seuls, et il n'y a personne pour les booster.
C'est pour ça que moi, je me paye maintenant une coach de vie. Quelqu'un qui va me pousser. Parce que Hugo Will, il me disait pareil. Hein. C'est vrai ? Clin d'œil à Hugo, il disait le CEO de Flytex, il disait qu'il a un coach de vie, coach de sport, coach spirituel et éveil, etc. C'est super important. Je dis pas n'importe quoi. C'est très important. Il est accompagné, il a des mentors aussi. Parce qu'il considère que dans sa progression, il faut qu'il aille aussi se challenger avec des gens qui sont plus forts que lui. Bah, bien sûr. Exactement. Parce moi, ma coach de vie dans le mindset. Tu recules, quoi. Mais bien sûr. Parce que si tu n'avances pas, tu recules. Bah, c'est ça, exactement. Et quand tu n'agis pas, c'est de l'inaction. C'est pareil. En fait, je pense que moi, ma coach de vie, aujourd'hui, elle est plus forte que moi dans le mindset. Et je le sais, je le conscientise. Et j'ai envie qu'elle m'amène ça. J'ai envie d'être au top un peu de partout, tu vois, pour exceller dans ce que je fais. Parce que si t'es pas bien, tu peux pas gérer ta boîte correctement, tu vois. Donc c'est important d'avoir un bon mindset, de se sentir bien, d'accepter des fois dans l'entrepreneuriat qu'il y a des bas comme il y a des hauts. Tu vois, quand tu signes un gros contrat, t'es trop content. Genre limite, on fait péter le champagne. Mais il faut pas rester là-dessus parce que ton gros contrat... Parce que ta satisfaction du moment... elle dure 5 secondes, après c'est fini. Voilà. C'est comme quand tu as le dernier iPhone. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'achetais les iPhones tous les ans et tout. T'es trop content, mais ça dure quoi, honnêtement? Je vous regarde ici. Quand t'achètes ton iPhone, tu déballes, t'es trop content. Tu fais un snap, une story, une semaine après, tu t'y es habitué. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ton nouveau crush, hein, au bout d'un moment, t'es saoulé. Hein. C'est vrai. Non, mais parce qu'on est dans la société de l'immédiateté, de... Voilà. C'est-à-dire que tout passe très vite, en fait. C'est vrai. Et je trouve qu'on prend pas le temps d'apprécier les choses. Ouais, je suis d'accord. Et combien de galères avant que t'aies tes premiers contrats, tes premiers succès? Combien de temps, combien de galères avant d'avoir tes premiers contrats? En fait, j'ai eu une chance, c'est que j'étais déjà prêt, je pense mentalement, à subir tout ce que j'allais prendre dans la gueule, tu vois. Parce que j'en ai pris des choses. Hein. J'ai des gens qui m'ont trahi les premiers mois. Je te donne un exemple, j'ai un mec qui travaillait pour moi et c'était mon monteur. Donc c'était celui qui faisait tous les montages de tous les influenceurs, de tous les créateurs de contenu que j'avais et tout. D'accord. Parce que voilà. Et en fait, donc un mec clé dans le dispositif. Ah oui, si ce mec est malade, c'était compliqué à l'époque pour moi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs monteurs. Donc si on a un qui est malade, on arrive à gérer. Ouais, t'as des backups. Quoi. Ouais, bien sûr. Je l'ai compris, tu vois. Ça m'a fait apprendre ça. De cette expérience-là, voilà. Exactement. Et en fait, ce mec-là, c'était comme mon frère. C'est-à-dire qu'il dormait avec moi, c'était un pote. Hein. Je suis allé me faire les implantations en Turquie capillaire, il m'a accompagné. Je le considérais vraiment comme un frère. Vraiment. Il se reconnaîtra s'il me regardait. Je pense qu'il me regarde encore, je pense. Et en fait, il a ouvert une boîte concurrente à la mienne derrière moi. Mais non. Ouais. Avec quelqu'un d'autre, ils se sont associés et j'ai très mal pris. Parce que j'aurais préféré qu'ils me parlent et qu'ils me disent, écoute, je ne veux plus travailler pour toi, je veux devenir moi aussi entrepreneur. Et j'aurais répondu, Et tu vois, c'est des trahisons comme ça. Mais après, pour répondre à ta question, des galères, j'en ai eu plein. J'en ai plein à citer. J'ai quelqu'un qui a voulu me nuire et raconter de la merde sur moi à un de mes talents. Pour biaiser la relation entre mon talent. Il voulait te dénigrer auprès d'un de tes de mes talents. Exactement, ouais, mes clients, c'est mes talents, je les appelle mes talents. Mais tu vois, plein de trucs comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut se préparer à tout ça. Et comme je viens du milieu de la télé-réalité et je voyais beaucoup de choses... Des coups bas. Il n'y a que des coups bas. C'est pour ça que ma gentillesse, des fois... Mais elle ne te prémunit pas de tout ça? Non, parce que moi, je suis... profondément gentil. C'est pour ça que quand tu m'as posé la question qu'est-ce que les gens retiennent de toi, Lucas, c'est pas spécialement mon intelligence, pas spécialement mon énergie. Je pense que c'est ma gentillesse, parce que je suis quelqu'un de gentil, je le sais. Déjà, on me le dit, et je pense, et au fond de moi, c'est peut-être pas humble ce que je dis, mais je sais qui je suis gentil, je suis un gentil. Ça se voit dans mon visage, ça se ressent, c'est vrai. Alors tout le monde a des vices, hein, c'est humain, tout le monde ment, tout le monde. Mais je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas quelqu'un qui va te nuire, je suis quelqu'un, là t'as lancé ton podcast, je suis trop content pour toi. Et t'es content pour les gens. Et je suis content pour les gens. Et je suis content pour les gens. Quand ça marche pour mon pote, je suis content, je suis pas envieux, j'ai pas ce sentiment-là. Et je suis sorti avec quelqu'un qui avait ce sentiment-là, justement. Donc c'est pour ça que je sais... Mais on n'est jamais trahi que par les siens. Hein. Ah non. On est trahi aussi par d'autres, bien sûr. Oui, mais ceux qui te connaissent bien, ils ont tous les secrets, en fait. Mais bien sûr. Donc en fait, tu ne peux te faire vraiment trahir que par ceux qui te connaissent vraiment. Ah oui, c'est ce que tu dis, j'avais pas compris, pardon. Non, oui. On est trahi que par les siens, ça veut dire que en fait, c'est ceux qui sont dans ta sphère, dans ton premier cercle. Bah oui, qui te connaissent. Qui connaissent tout, tes faiblesses, les secrets de fabrication, bien sûr. Tous tes plus gros secrets, etc. Mais c'est pour ça qui que te trahissent en fait.
C'est pour ça que maintenant, toutes les personnes qui travaillent avec moi, que ce soit des collaborateurs, des salariés, des gens qui viennent 2-3 fois dans mon bureau, bah, ils sont sous NDA. Et je leur fais signer tu leur fais signer un accord de confidentialité pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un NDA. C'est ça, exactement. Un accord c'est le mot en anglais. Ouais, un accord de confidentialité sur tout ce qu'ils entendent, etc. Et si demain ça sort, bah, je t'attaque. Et je suis devenue cette personne-là. Ah ouais, d'accord. Mais je suis devenue cette personne-là, pas parce que... qu'on te l'a fait à l'envers. Mais oui. Et donc parce t'es obligé de te prémunir des risques. Mais je suis obligé de me protéger. En fait, et c'est mon avocat qui me le demande. C'est-à-dire, c'est même pas un truc qui vient de moi, c'est mon avocat qui me dit, Lucas, tu sais que si un jour, y a ça qui sort, t'es dans la merde. Et tu perds ton contrat avec un tel ou avec un... Donc je suis obligé de me dire, ah ouais, non, je vais pas perdre mes contrats. Tous les collabs, ils sont soumis à de la confidentialité, confidentialité des échanges. Tous. D'accord. Tous. Mais parce que c'est le milieu qui veut ça. Je sais pas comment t'expliquer. Il faut être très discret. Bah, par exemple, tu peux faire du business. Moi, si je te dis aujourd'hui combien gagne un de mes talents ou les gens que je gère, je peux être payé très cher par la presse. Pour divulguer ce type d'informations. Mais évidemment. Bien sûr. Je peux aller voir un magazine là demain, enfin pas moi parce que je suis le producteur. Donc. Mais par exemple, toi, tu peux. Si je te dis là en off, on arrête le podcast, je te dis combien gagne, je te donne un exemple, un tel ou un tel. Bah, demain, tu peux aller divulguer cette info à la presse et te faire de l'argent dessus. Donc il y a tout un truc. Alors, tu peux avoir confiance avec moi parce que j'ai plein de secrets et je crois que je les emporter dans ma tombe d'ailleurs. Bah, t'as bien raison, la loyauté ça paye. Ah, j'ai des secrets moi. Moi aussi, j'ai plein de secrets. Je peux arrêter des carrières. Mais je le ferai pas. Non, il faut pas. Et même quand. Et tu vois, cette personne-là, elle m'a trahi. Et moi aussi, j'avais des secrets sur cette personne-là. Et j'ai jamais trahi. J'aurais pu le dénoncer, Eh ben, je l'ai pas fait. J'ai juste laissé partir. Mais du coup, combien de temps ? Je pense que toute ta vie, on te fait des coups bas. Même t'es pas entrepreneur. Hein. Je pense que toute ta vie. Même si toi, t'es hyper correct. Oui. Parce qu'on s'imagine souvent que quand on est correct, les gens aussi. On s'imagine à tort que les gens ont le même cadre de référence que toi, alors que pas du tout. C'est pour ça, mais tu t'endurcis. Moi, par contre, je sais que je suis plus la même personne qu'il y a 2 ans. Mais tu prends tes précautions, voilà. Ouais, je m'endurcis. Il y a 2 ans, je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me méfier plus. Je vais comprendre les choses plus rapidement aussi. Je vais les conscientiser et je vais exécuter aussi. Je suis dans l'exécution maintenant. Quand je dis demain tu me trahis, je t'attaque, je te dis pas des menaces, je le fais vraiment. C'est-à-dire, j'appelle mon avocat, j'en suis une procédure. Même si elle mettra 3 ans, mais au moins, tu as vu que j'ai fait les choses. Tu as vu que je commence à les faire. Parce que c'est comme ça qu'on te respecte dans ce milieu. Tu formalises les choses. Ouais, et tu vois, quand Faut je pas dis se laisser faire. Même là, quand je parle comme ça, je me dis, oulala, il se prend pour qui, lui, qu'est-ce qu'il a ? Mais parce que tu es obligé, parce que les gens ne comprennent pas. Sinon, les gens... non, mais je pense que les limites, pour certains, ça suffit pas, en fait. Exactement. Donc, tu es obligé de mettre en place des procédures, des choses... Et c'est chiant, t'as pas le temps. Qui te protègent, en fait. Ouais. Voilà, exactement. Tu fais pas ça pour mettre la personne dans la merde. Tu fais ça pour juste te protéger. Tes fesses, en fait. Exactement, pour protéger tes fesses. Et si tu fais pas ça, c'est toi qui après est dans les complications. Exactement. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as douté pour de vrai de ta place, de ton positionnement Ouais, des fois j'ai Parce que toi, t'es un autodidacte, en fait. Ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur des fois. Parce que des fois, je me compare beaucoup, moi, aux gens. J'ai ce problème-là. Ouais, je le dis, j'ai pas de problème. Je me compare, alors pas n'importe qui, je me compare à des producteurs autres, à des gens qui font le même métier que moi, si tu veux. Mais je compare à qui, toi ? Je vais me comparer même à des créateurs de contenu qui sont eux-mêmes leurs propres producteurs. Je me dis, putain, lui, il a fait une belle vidéo. Comment il a fait ? Je vais m'intéresser. Et des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je me dis, je suis pas à la hauteur. Mais du coup, ça va me booster pour l'être, tu vois. Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, je me dis, ok, par exemple, l'IA. Je te donne un exemple tout bête, ChatGPT. ChatGPT rentre dans nos vies il y a 3-4 ans, je crois, à peu près. 2022, ouais. Ouais, à peu près, ouais. C'est ça, 2022. Et au début, quand on m'en parle, je m'y intéresse pas trop. Je me dis, oh ouais, c'est un modèle de langage. Enfin, on parle même pas de modèle de langage. C'est un... Je sais pas, je m'intéresse pas. Et je commence à voir que dans le milieu, tout le monde s'y intéresse et tout le monde est au taquet avec ChatGPT et tout. Et je me dis, non, mais il faut que j'y sois. Donc, non seulement je vais m'y mettre, donc du coup, maintenant, je fais que l'utiliser, première chose, et je me forme à l'IA maintenant. Donc, j'ai quelqu'un... Donc, tu utilises l'IA, toi ? Ouais, bien sûr. Ah oui. Ça te sert à quoi, par exemple ? J'écris tous mes mails avec l'IA. D'accord. Ça évite les fautes d'orthographe, déjà. Exactement. Je négocie tous mes contrats avec mon cerveau, bien sûr, et avec mon bagou, et avec mon envie d'entreprendre. Mais t'es un producteur augmenté avec l'IA ? Ouais. Exactement, c'est pas mal, c'est un producteur augmenté. Je pense que quand, par exemple, je te fais un récap
bah, je vais te faire un récap avec l'IA. Demain, j'ai un tournage avec mon talent pour lui envoyer le petit WhatsApp du soir en disant demain, rendez-vous telle heure et tout. Je parle à ChatGPT. Sors-moi le programme, quoi. Je lui explique ma vie et je lui dis fais-moi un récap de ça que je dois envoyer à un tel en tutoyant, etc. Bam, il me le fait, je l'envoie. Et ça me fait gagner un temps fou. Mais du coup, pourquoi parce qu'on parlait de comparaison. Quand j'ai vu que tout le monde se mettait à l'IA, je me suis dit, ok, non, mais non seulement faut que je sois aussi là-dedans, et en plus, j'ai envie d'être formé et d'apprendre. Aujourd'hui, non seulement j'utilise des modèles de langage, mais aussi je fais de l'automatisation IA. Je suis rentré aujourd'hui dans... tes process à mort. Ah oui, là, je suis rentré dans un délire, là. C'est bien. Mais parce que ça aide, tu vois. Faut savoir vivre avec ces technologies. Je pense que les gens qui ont peur de l'IA n'ont totalement rien compris, parce que l'IA... Il y a vraiment des gens qui ont peur de ça ? Bah oui, il y a des gens qui ont peur de l'IA, bien sûr. Oui, bien sûr. T'as des gens qui commencent à dire on va être remplacé par l'IA, il y a plein on va perdre notre travail. C'est ça le vrai grand remplacement, là. Le grand remplacement, c'est l'IA, en fait. C'est pas ce qu'on pense. Ce que Zemmour te raconte. Okay. Non, le grand remplacement. Non, le grand remplacement, c'est l'IA. C'est l'IA. Mais il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Moi, ça me fait pas peur, mais... Non, c'est un outil super puissant. C'est très puissant. Et je pense que c'est un gain de temps. C'est très puissant et c'est très fort. C'est très très fort l'IA. Moi je trouve que c'est incroyable. Ce qu'on peut faire avec, c'est waouh. Mais je vais jamais me servir de l'IA pour aller développer un concept YouTube à quelqu'un, tu vois, parce que j'ai ma vision. Et ça, je sais que c'est ma vision à moi. Je pense qu'il faut partir d'une page blanche déjà. Ouais. T'as une vision. Mais bien sûr. Faut laisser la créativité. Non, mais parce que t'en as qui vont poser la question. Alors sors-moi des idées de vidéos pour faire ma chaîne YouTube. Non, mais là déjà t'es mort. Tu peux pas. Une vision, ça se ressent, c'est l'humain qui peut créer ça. Je pense que ça, par contre, l'IA nous remplacera jamais là-dessus. Ouais. Peut-être je serai mort pour le voir, mais je ne pense pas. Ouais. Est-ce que l'entrepreneuriat t'a déjà coûté plus que ça ne t'a rapporté ? Financièrement ou dans ma vie L'impact que ça peut avoir... tout à l'heure, tu parlais sur la qualité de tes relations. Ça avait déjà impacté tes relations, peut-être négativement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels tu as ressenti un impact négatif ? La solitude. La solitude de l'entrepreneur ? Ouais. C'est un tu syndrome. Te sens seul ? Ouais. Pourtant, je suis très entouré. Hein. J'ai toute la journée des gens avec moi au bureau. J'ai mes clients qui m'appellent toutes les 2 secondes. Je suis très... mon cerveau, il est toujours actif, tu vois. Tout le temps. Mais je me sens seul. Et ça, c'est depuis que je suis entrepreneur. À l'époque, quand j'étais salarié... Mais je pense que tout est lié en réalité. Parce qu'avant, quand j'étais salarié, j'allais boire des verres à Paris. J'avais une vie sociale. Donc, du coup, j'étais dans le truc et tout. Maintenant quand je vais boire... T'avais plus de temps pour socialiser ? Ouais, maintenant quand je vais boire un verre, c'est soit pour négocier un contrat, soit pour business, régler un truc, soit pour... je vais jamais boire un verre dans un resto. Pour le plaisir. Ouais, c'est malheureux. Oh là là, mon Dieu, même en le disant, je suis... Là, t'es en train de te rendre compte d'un truc, là. Ouais, c'est ouf ce que je dis, c'est fort. Tu sais que c'est fort parce que... C'est même plus pour le kiff, quoi. C'est pour deal. C'est pour négocier un truc, ouais, pour deal ou même pour deal, pour régler un problème ou pour parler d'un nouveau projet qu'on va faire, parce que je suis toujours dans plein de nouveaux... Tu vois, là, par exemple, je me suis associé à un couple... donc, à la base, c'était mes clients, c'est Angela et Vincent, c'est des restaurateurs, donc j'allais commander mes sushis. Eux, ils ont plusieurs restaurants. D'accord. Ça s'appelle Sushi in the Box. Et moi, je commandais mes sushis là-bas. Et en fait, un jour, je me fais amie avec la patronne, donc Angela, qui devient ma cliente. Aujourd'hui, je gère tout son personal branding. Et aujourd'hui, on est associés sur un projet, c'est les studios VR. Je me suis associé à eux sur ce modèle économique que je ne connais pas du tout. La location de studios VR, studios de podcast, etc. Et tout ça, je le fais avec eux aujourd'hui. Et ça part d'une idée. Donc du coup, on est allé dans leur restaurant, justement. Mais c'était pour parler des nouveaux projets. Mais je vais jamais dans un resto faire juste du kiff, tu vois. Ou dans un resto, dans un hôtel, de partout. Il y a toujours un angle business. Ouais, tout le temps. En fait, ma vie, elle tourne. C'est un repas d'affaires ou c'est un drink d'affaires. Exactement. Ou c'est networking. Ou... J'ai l'impression que ma vie, elle est devenue... En fait, tout est autour de mon business. Voilà. Mais après, tout va bien. Je suis pas non plus malheureux parce que mon business, c'est avant tout une passion aussi. Et je pense que ça, c'est important. Tu fais pas les choses que pour l'argent, que pour le business, que pour les contrats, que pour évoluer socialement, financièrement. Non, tu fais aussi le truc parce que le matin... Parce que t'es animé par ce que tu fais. Bah oui, bah bien sûr. Et que t'es un passionné. Bah bien sûr. Mais le business enlève aussi le côté passion. Parce que quand t'as des charges à payer, quand t'as une pression... t'as une réalité économique et... Ouais, c'est ça. T'as une réalité et sociale, il faut assumer, quoi. Exactement. Donc du coup, des fois, tu perds un peu la passion. Par exemple, aujourd'hui, je fais plus de montage. Alors qu'à la base, moi, je suis monteur vidéo. Ton truc, ouais, j'étais monteur vidéo. Je faisais du montage, toutes mes visions, tout ce que j'avais en tête, c'est moi qui montais mes propres prods. Quand j'ai commencé ma première cliente, Laura Lampica,
Bah, c'est moi qui ai monté ces vidéos D'accord. personnellement. Ouais, Aujourd'hui, je peux plus le techniquement, faire. tu sais le faire, ouais. Oui, techniquement, et j'aime le faire. Mais du coup, je ne peux plus le faire parce que j'ai trop de... Oui, parce que là, tu as appelé à d'autres activités. Bah, c'est ça. Le commercial, la D'autres vision, la responsabilités, quoi. stratégie. Tu peux pas être à exactement. l'exécution. Si tu es à la strat, tu es à la strat. Oui, mais du coup, ce qui me passionne, c'est la strat, évidemment, maintenant aussi, mais c'est surtout le montage à la base, tu vois. Ouais. Et ça, je le C'est fais là où tu as plus. commencé. Ouais. Mais du coup, tu as le regard. Ah bah oui. Ah bah un affûté monteur, il me la sur, fait pas. Ouais, ouais, un voilà, monteur, c'est ça. non. Je sais de quoi je parle. Quand je reçois une prod d'un de mes monteurs, je sais exactement ce qui va pas. Ou alors je vais lui dire fais ça, il va me dire non, ça c'est pas possible. Non, bien sûr que c'est possible. Je sais ce que je suis en train de te dire puisque je connais en fait. Je pratique avant tout, tu vois. Et tiens, entre ce que les gens voient et ce que tu vis, il y a souvent un écart. Ouais. Et pour toi, est-ce que tu dirais que cette instabilité, il peut y avoir une instabilité financière ou une dureté dans les relations que tu peux avoir, dans la pression, dans l'entrepreneuriat et autres. Est-ce que tu le vis un peu comme une prison parce que c'est lié à l'image, donc il faut toujours donner la meilleure image possible, ou plutôt comme un espace de création où tu te sens libre? Alors ça, c'est philosophique un peu ma question. Ouais. Elle est très philosophique. Mais c'est tu fort peux ou me la pas répéter? Mais en fait, est-ce que tu te sens... Je vais la faire très simple. Ouais. Est-ce que tu te sens parfois prisonnier de l'image? Parce qu'il faut toujours donner la bonne image, toujours être dans la performance, toujours dans l'efficacité. Ou est-ce que tu te sens plutôt dans la liberté et toujours dans la création? Non, je me sens toujours dans la liberté et la création. Parce que justement, je produis du personal branding et je pense que ta marque personnelle, c'est ta vraie identité. Et ce que je mets sur mes réseaux sociaux ou ce que je dégage même face à un client quand je suis en rendez-vous avec lui, quand je lui raconte ma vie, je raconte ma vie. Quand je lui négocie un truc, je suis sincère dans ce que je dis. Quand je parle de stratégie, je suis certain de ce que je vais pouvoir apporter à mon client. Je pense c'est une question d'alignement. Je pense que tu dois trouver ton truc, ta zone de génie, ce que tu sais faire, tu vois. Et je pense que quand tu as trouvé ça, tu es sûr de toi et tu n'as aucun problème. Moi, je suis encore dans la création. Je suis pas dans un truc où je dois garder la face, où je dois... Non, oui. je pense pas être dans ça. Mais comment tu fais les jours où tu n'as pas envie? Parce que quand tu es dans un métier d'image, tu peux pas venir et dire ah bon, j'ai pas envie, j'ai traîné des pieds, je vais faire la gueule, parce qu'on est tous comme ça en fait. Moi-même, parfois, j'ai un enregistrement, j'ai pas envie, j'ai la flemme ou je sais pas, tu vois. T'avais la flemme ce matin? Non, pas du tout. J'étais contente de venir là. Moi aussi, j'étais content. Les jours où t'as pas envie. Parfois, tu sais, tu peux être comme tu disais tout à l'heure, quand t'as de la pression sur d'autres choses, parce que t'es tracassé, tu vois, t'es un peu. Non, je pense qu'en étant entrepreneur, t'as pas le choix. Je pense que c'est même pas une question d'envie, c'est une question de choix. Je pense qu'il y a des choses où t'as pas le choix. Demain, t'as un tournage à faire, très gros tournage, faut assurer. Et ça, par contre, c'est une pression. C'est comme quand t'es salarié. T'as pas envie, mais tu vas au travail. C'est ça. Alors en France, non, il y a l'arrêt maladie. Donc les gens, maintenant, ils se mettent en arrêt pour rien. Ça aussi, c'est la nouvelle mode. Il y en a qui sont adeptes. Hein. Mais en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas l'arrêt entrepreneur, quoi. Donc si tu vas pas au travail, tu fais pas de chiffre. Si tu fais pas de chiffre, tu payes pas tes charges. Si tu payes pas tes charges, tu coules. Donc la seule solution, c'est de travailler. Et des fois, t'as pas le choix. Mais je pense que c'est une question de mindset aussi. Moi, quand je vais pas bien, j'ai une technique. Je vais te la donner. Je sais pas si... oui, je vais bien. Et ça marche. Moi, ça marche. Des fois, je suis pas bien. Ouais. Des fois, ça m'arrive. Hein. Je suis un humain, je suis pas bien. Et je pense à ce que j'ai fait, à ce que j'ai accompli. Et ça me rassure. Les chemins parcourus. Ouais, je regarde derrière. Et tes réussites, les trucs qui vont bien? Ouais, les trucs qui vont bien. Je regarde que les trucs qui vont bien et je me dis, ok. Si t'as fait tout ça. Je peux le refaire encore mieux et je peux surtout continuer à le faire. Donc ça va pas s'arrêter demain. Tout va bien. Ça va. Je l'ai fait. Tu hackes ton cerveau, toi. Ouais. mais il faut parler à son cerveau. Ah ouais, je te jure. Ça, c'est du mindset. Mais il faut parler à son cerveau. Il faut parler à son cerveau, se raconter sa propre réalité, parce que sinon... Ma coach de vie, elle me l'a appris. Moi, au début, quand elle me disait ça rentrait là, ça sortait là. Je me disais, mais... Tu comprenais pas ce qu'elle te racontait. Je me disais, mais elle est à l'ouest. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je me disais, mais attends, mais... Tu sais, c'est comme les filles dans la spiritualité, dans les énergies, dans les trucs. Et en fait, je me rends compte que c'est vrai que ça marche. Je me rends compte que quand ça va pas, maintenant, je le fais et ça marche. Je me persuade. En fait, je persuade mon cerveau que ça va aller. Et ça va aller. Et ça va. Et le lendemain, j'ai une énergie de malade et j'arrive à accomplir des choses. Donc je pense que c'est une question de comment tu parles à ton cerveau,
Parce qu'on dit toujours mindset, ça veut rien dire mindset. C'est comme moi je te parle avec des mots concrets des trucs que je fais, c'est que je me parle et je me dis tout va bien se passer, regarde ce que tu as déjà fait. Après si, j'ai quand même dit pardon à un micro. c'est l'habitude. Tu vois, ça c'est la gentillesse, la politesse, pardon. Après, quand tu n'as rien fait, il y a toujours un truc positif que tu peux retenir de toi, tu vois. Ou un truc que tu as bien fait. Par exemple, cette semaine, j'ai pas mangé de sucre. C'est cool, je suis capable de le faire. Il faut se rattacher à quelque chose de bien positif que tu as pu effectuer cette semaine. Parce que le cerveau, il retient souvent que le négatif. Ouais. On retient plus facilement le négatif que le positif. Donc c'est pour ça qu'il faut se forcer, je pense, à avoir ce réflexe de s'encourager et de effectivement regarder ce qui va bien, quoi. C'est comme un mariage et un divorce. Demain, je devrais, en tant que producteur, produire une émission sur le mariage ou sur le divorce. Je préférerais produire le divorce parce que ça cartonnerait plus. Parce que les gens ils sont beaucoup plus intéressés des histoires de divorce qu'un mariage. Un mariage, tu vas kiffer, mais tu vas rien retenir. Un divorce, tu vas retenir tout ce qui s'est passé dans la télé, dans le truc, ouais. Et oui, parce que les gens, ils aiment les problèmes. Ils aiment les dramas, les gens. Bien sûr, mais c'est comme une naissance et une mort. Est-ce que tu as déjà vu un documentaire sur une naissance ? Les baby boom là, les émissions baby boom là. Ouais, bon, c'est la seule. Oui, c'est ça, mais oui, c'est ça, je crois. Baby boom, où ils filment les naissances. Non, mais je veux dire, mais je veux dire, t'as beaucoup plus de drama sur les morts, que sur les naissances. Ouais, faites entrer l'accusé, ça cartonne. Tu vois. Oui. Les gens, ils aiment le sensationnel. Il y en a qui s'endorment. Moi, ma meilleure amie, Emilia, elle regarde tous les soirs, quand je dors avec elle, je m'endors avec elle, elle regarde tous les soirs, faites entrer l'accusé. Elle s'endort avec ça. Les gens qui adorent cette émission me font peur. C'est bizarre. Non, mais elle est normale. J'adore. Non, Emilia, elle est totalement normale. Mais moi, je peux pas regarder cette émission, j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais, moi, je dors pas de la nuit, je regarde ça, c'est fini. Dès le moindre bruit, je saute. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le drama attire plus que. Oui, c'est ça. Et on parle souvent de talent. Est-ce que tu penses que dans ton milieu, le talent, ça suffit ? Non. Je pense que dans mon milieu, la production audiovisuelle, créer du contenu, déjà c'est du divertissement, c'est cool, on le fait pour les gens. On apporte du bien aux gens, on apporte du bon contenu. Tu vois, quand je développe le tribunal de la mode avec Christina Cordula, on la met en scène dans un tribunal, elle est juge, c'est drôle à regarder, c'est humoristique, c'est un concept qui fait plaisir aux gens. Mais derrière, si t'as que du talent et que tu dis juste « Ma chérie, putain, c'est magnifique !» Si tu fais que ça de ta vie, non. Derrière, il faut de la rigueur, il faut du boulot, il faut travailler, il faut se lever le matin. Comment ? Faut arriver avec du fond. Ouais, faut arriver avec du fond, mais c'est surtout, faut de la rigueur. Si tu fais ça, par exemple, pendant 2 jours et que t'en as marre et que t'es fatigué de ton tournage, ça va pas marcher. Il faut savoir tenir dans le temps. C'est tout un truc. Aujourd'hui, je te prends l'exemple de Christina Cordula parce que je bosse avec elle, mais mis à part son image publique et ce qu'elle dégage à l'écran, c'est une bosseuse. C'est-à-dire, tu te lèves à 8h, 9h t'es au bureau, on travaille toute une journée sur les concepts, même plusieurs jours, c'est même pas qu'une journée. C'est du boulot, c'est du travail. Et je pense que, pour répondre à ta question, déjà la rigueur, ça fait partie de la réussite pour moi. Quand t'es rigoureux, quand t'es quelqu'un de rigoureux, t'es quelqu'un de concret, quand tu dis quelque chose, tu le fais, par exemple. Rien que ça. Tu vois là par exemple, on avait rendez-vous à 16h. Il est hors de question que je sois en retard. Oui, c'est vrai, je confirme que tu arrivais très à l'heure, même avant moi, je crois. Ouais. Mais non, mais c'est pour te dire, mais parce que tu t'engages dans quelque chose, c'est important l'engagement. Mais c'est aussi un respect vis-à-vis des personnes avec qui tu bosses, je pense. Mais oui, mais bien sûr. Et je pense que ça, il y a plein de facteurs qui font que, il n'y a pas que le talent en fait, non, pas du tout. Mais le talent, ça aide. Et est-ce que le réseau, ça vaut mieux que la compétence ? Oui. Ah ouais ? À un moment donné, ça te rattrapera, la compétence. Mais je pense que pour démarrer, c'est bien d'avoir le réseau. Je pense que tu cartonnes plus vite, plus rapidement avec le réseau, mais tu restes plus longtemps avec la compétence. C'est ma vision. Je pense que si t'as pas la compétence au début, c'est pas très grave. Si tu sais t'en sortir et tu sais te débrouiller au début, ça va. Mais après, il faut la compétence très rapidement. Il faut qu'elle suive. Si elle ne suit pas, tu peux te retrouver dans la merde et tout perdre. Je te donne un exemple. On m'a appelé il y a 1 an pour filmer un conseil municipal. Donc la mairie une mairie en fait, c'est la mairie de Clessouilly dans le 77, m'appelle et me dit « Bonjour Monsieur Malo, on aimerait filmer tous nos conseils municipaux. » Je leur dis « Ok. Est-ce que vous savez faire ?» Alors oui, je sais filmer, je sais faire du direct, mais je ne savais pas comment le lancer sur Twitch, par exemple. C'est un exemple. En fait, elle m'appelle, elle me dit on recherche quelqu'un, est-ce que vous savez faire ? En fait, je savais faire, mais pas tout ce qu'elle m'avait demandé dans le brief. Je l'ai quand même fait.
Et je me suis donc bon là on parlait de réseau, mais c'était du bagou. J'ai accepté le contrat sans savoir faire tout ce que je devais faire dans le brief. D'accord. Et puis je me suis formé en même pas une semaine. Ouais. Et puis la date de tournage arrive, j'ai assuré mon tournage et j'ai réussi. Donc la compétence, je ne l'avais pas au début. Donc t'as livré. J'ai livré. Et je l'avais pas au début la compétence. Donc tu vois que je pense que tu peux réussir, mais après il faut être compétent. Non mais je pense que faut avoir envie de se former. T'avais peut-être 60%. Non, même 80, je pense. Mais 80 ouais, 80. Mais j'avais pas le tout de ce qu'elle me demandait, tu vois. Oui, mais après, je pense qu'il faut aussi se faire confiance sur le fait qu'on est capable d'arriver au 100% pour le livrable, tu vois. Il y a plein de gens qui postulent à des postes, en réalité, ils n'ont pas 100% de la description. Mais c'est pas très grave. En revanche, ils savent qu'ils vont y arriver. Parce que après, c'est le mouton à 5 pattes là que tu cherches après. Mais le réseau est très important. C'est important. Tu vois, moi, je fais des formations aujourd'hui dans les écoles. On m'appelle pour... je suis payé à aller parler dans des écoles. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou, ça, que tu sois intervenant. T'es intervenant ? Ouais. Parce que je sais pas si on peut dire prof, mais intervenant. Non, je suis pas prof, je suis intervenant. Voilà. Et j'ai leur T'es âge. intervenant en école de... Commerce et de communication. Pour un mec qui a arrêté l'école à 16 ans, c'est fort quand même. Ouais. Et ma mère, elle me le dit en fort. rigolant. Elle me dit dans ma... Mais je crois que c'est même ça ton truc le plus incroyable dans ton parcours. Ah ouais, tu trouves ? Bah, moi, je trouve ça que ouf. maintenant, je vais dans des moi, écoles. J'ai un MBA, j'ai jamais donné un cours de ma vie. Non, tu viendras avec moi ? Bah, si tu veux. Tu viendras avec moi, Mais moi, je trouve ça incroyable. Là, je pars à Lyon la semaine prochaine. C'est ton plus gros... paradoxe. Symboliquement, symboliquement. c'est ton plus beau truc, ça. Mm. Parce que enseigner, alors que toi-même, t'as quitté l'école à 16 ans, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. C'est hyper rare, je pense. Bon, après, j'enseigne pas les matières, j'enseigne une expertise, non, mais sur ton un expertise. modèle. Ouais, bien sûr. Oui, mais ça n'arrête pas, c'est dans la transmission, bien sûr. c'est dans... Tu vois. J'adore être pédagogue, j'adore former, j'adore parler. Et une école où toi-même, t'as jamais mis les pieds, tu vois. Dans un niveau que t'aurais... Où j'ai pas connu. Tu vois, c'est comme si demain, je te dis, je suis jamais allée à la fac, je donne des cours à la fac, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable. Mais moi, je te trouve tout à fait légitime parce que je pense qu'on est dans une ère où, en fait, la compétence, elle doit aussi se développer par soi-même. Le savoir, il faut aller le conquérir par soi-même. Parce qu'aujourd'hui, tu as tout à disposition, avec Internet, avec l'IA, avec tout ça, pour avoir accès au savoir, à la compétence. Et c'est à chacun de se prendre en main pour se développer, quoi. Il y en a un qui a écrit un livre qui a dit ne faites plus d'études, ça ne sert plus à rien. C'est Laurent Alexandre et Olivier Babot qui ont sorti un livre en disant ne faites plus d'études. En fait, je pense que c'est la société qui nous dit d'aller à l'école, de suivre le parcours, mais en fait, il n'y a pas de règle. En fait, tant que tu t'instruis, que tu sais écrire, que tu sais parler, et que tu trouves ta zone de génie, et je reviens sur la zone de génie, parce que je pense que les jeunes... Regarde, quand je vais dans les écoles, j'ai fait une intervention dans une école de maquillage, par exemple, qui s'appelle ITM Paris. J'ai fait Sub de Pub, j'en ai fait d'autres, des écoles de commerce, de communication, mais bref. Là, je vais te parler d'une anecdote qui est vraie, qui s'est passée. Les make-up artistes, je leur dis, OK, vous voulez être maquilleur, mais dans quoi ? C'est quoi votre zone de génie ? Est-ce que vous voulez être maquilleur dans le cinéma ? Est-ce que vous voulez être maquilleur ils aiment les effets spéciaux. Dans les effets spéciaux, il y en a, c'est dans pour le FX, la dans mode. Exactement. Est-ce que vous voulez être maquilleur dans la mode, dans les défilés de mode ? Et il y en a plein qui te disent « Ah bon, on ne sait pas ». Ouais, voilà. Mais comment tu peux te payer une école de maquillage et apprendre le maquillage sans même savoir ce que tu veux faire ? C'est-à-dire, tu n'as même pas ta zone de génie en te disant « Là, je vais tout défoncer, je vais y aller, j'ai une verticale, j'y vais, je fonce. » Tu sais même pas. Moi, par exemple, j'ai toujours su... au réel, tu vois. Non, mais moi, j'ai toujours... C'est dans tes stages, mon exemple, dans tes expériences que c'est là que tu as des coups de cœur aussi, tu vois. Moi, j'allais aux portes... J'avais, je sais pas, 12 ans. J'allais aux portes ouvertes de l'ESRA. C'est une école d'audiovisuel dans Paris, Nice. Il y en a une à Nice, au port de Nice. Et mes parents... Enfin, ma mère n'avait pas les moyens de me la payer, mais elle m'emmenait quand même aux portes ouvertes pour que je vois les petits plateaux fond vert, les machins, les trucs. Mais j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes qui vont à l'école, mais ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de cible. Ils y vont, mais ils savent même pas ce qu'ils veulent faire. Ils y vont pour faire, quoi. Ouais, mais exactement, ils y vont pour faire. Ils y vont pour faire parce qu'il faut le faire. Voilà. Mais ils y vont pas. Mais sans une vision. Exactement, et je pense que la vision... C'est comme si tu montes dans un Uber et tu ne donnes pas l'adresse de la destination. On est d'accord. Mais ça n'a pas de sens. Et tu sais pas quand ça va s'arrêter, et surtout, tu peux rouler longtemps sur le périph'. Hein. Bah c'est ça. Bah si t'as pas de destination, moi, tu risques pas d'arriver. Moi je pense que la vision, moi j'appelle ça la cible, en fait, l'objectif, le point de destination, il faut l'avoir, il faut se dire ok, je veux être là, il faut se visualiser là-bas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça où il parle souvent des vision boards, etc.
Si t'as pas la vision, tu risques pas d'y arriver. Ouais. Et comme on parlait de maquillage, justement, est-ce que t'as déjà vu du piston maquillé en mérite? Du piston, pardon? Maquillé en mérite. C'est-à-dire? Du piston qui prête toute l'apparence du mérite, mais en fait, c'est du piston. Ah, du piston maquillé en mérite. Le mérite, d'accord. J'étais sur le make-up, moi. Non, okay, mais okay. les transitions sont pas simples ici, attention. Il faut suivre avec toi. Non, mais c'est sympa, la transition. Tu l'as bien faite. C'est moi qui n'ai rien compris. Donc, pour répondre à ta question, oui. Tu as 2 types d'entrepreneurs. Tu as l'entrepreneur où on lui a tout donné, c'est le fils à papa. Ah, ça, on en connaît. On a des noms. Donc, c'est du piston. Parce que t'as eu de l'argent dès le début, t'as eu des contacts, t'as eu le réseau, t'as eu plein de choses. Le capital symbolique, le capital économique. Et t'as l'entrepreneur comme moi, par exemple, qui s'est fait tout seul. Qui s'est fait tout seul. Moi, je me suis fait tout seul. C'est-à-dire, mon père, il m'a pas aidé, ma mère, elle m'a pas aidé. Mon père avait les moyens, oui, mais mon père est dans le traitement d'eau, tu vois, rien à voir avec mon milieu. On n'avait aucun contact, que ce soit moi, ma mère, mon père, personne, ni chez M6, ni chez TF1, ni rien du tout. Je me suis fait seul. Et je pense, pour répondre à ta question, que les gens qui sont pistonnés et qui n'en ont pas le mérite, c'est les gens qui n'ont pas travaillé pour en arriver là et qu'on leur a tout donné directement. Et ces gens-là, ils n'ont pas de mérite. Parce que ces gens... Mais de toute façon, en général, ces gens-là, ils ne tiennent pas. Sur le long terme? Non. Non. Parce qu'ils n'ont même pas galéré, ils apprécient... En fait... Moi, aujourd'hui, j'en suis là. Et encore, je ne pense pas avoir réussi. Je pense que je me débrouille pas mal, mais je pense pas avoir... T'es en chemin. Oui, je suis sur la bonne voie. Mais je veux dire, j'ai le mérite de me dire, OK, même si je coule, c'est pas grave, j'ai quand même fait des choses. Mais si on t'a tout donné et tu coules... Ouais, t'as pas de mérite, en fait. Ouais, voilà. C'est pour moi... Je pense que t'apprécies mieux quand t'as construit par toi-même. Mais bien sûr. Et t'as des anecdotes à raconter. T'as des choses à raconter. T'as des choses à poser sur la table. T'as des anecdotes positives, négatives. Mais si on te donne tout... c'est génial, ça fait rêver, mais il n'y a pas d'histoire. Satisfaction personnelle. Ouais, il n'y a pas d'histoire, c'est Dubaï, quoi. C'est construit, il n'y a pas de storytelling, y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Même si j'adore Dubaï, mais Dubaï, il n'y a pas d'histoire, quoi. Il y a 30 ans, il n'y avait rien. Donc c'est tout nous. Je fais une comparaison comme ça pour t'expliquer que il n'y a pas y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, on t'a tout donné. Tu vois? Et à force de produire des images pour les personnalités et tes talents, est-ce que ça t'a appris des choses sur la nature humaine? Ah, c'est une bonne question. C'est une super bonne question. Ouais, ça m'a appris que l'humain, déjà quand il est face à une caméra, souvent il se comporte pas pareil. Ça, je l'ai vu, je l'ai compris. C'est vrai? Ouais. T'as quelque chose qui se réveille. Il faudrait inventer, je pense que, je vais pas donner mon idée, je te le dirai en off, mais j'ai une idée là-dessus, mais je pense que quand t'es face à une caméra, déjà tu changes, et sur la nature humaine au plus profond de l'être humain, je dirais, attends, je réfléchis, elle est philosophique ta question un petit peu. Toujours un peu avec moi. Elle est philosophique, mais ouais, je pense que que tu peux te donner une image que tu n'es pas. C'est-à-dire, tu peux paraître... là, par exemple, je pourrais, depuis 1 heure, être complètement hypocrite. En vrai, je suis un gros négociateur, je suis méchant, et je suis tout sauf vrai, et je suis un putain d'hypocrite, et tu le sais pas. Et je me donne une image. C'est fou. Et les masques, en fait, les masques sociaux. Et ça, le faux self, là. Voilà, on appelle ça le faux self. Et ça, ce que je te dis là... Ça, c'est ta phobie, non? C'est ma phobie aussi. Je suis phobie anti-masque. Ah ouais. Je suis mascophobie. Non, je pense que tu peux donner une image que tu as envie de donner grâce aux caméras et grâce à la création d'images, la création de contenu. Tu penses qu'on peut inventer totalement un personnage, on peut monter ça toute pièce. Faut être fort parce que dans le temps de tenir, c'est compliqué. Parce que le naturel revient en galop. Non, mais un jour, les masques tombent. Oui, un jour, les masques tombent. Mais je pense que tu peux être... tu peux te donner un genre, tu peux te donner un style, tu peux être quelqu'un d'autre. Tu peux être fan de quelqu'un et faire comme elle. Donc l'illusion... Donc pour répondre à ta question, oui, la nature humaine, en fait, pour répondre totalement à ta question, c'est qu'on peut être totalement hypocrite et l'être humain peut être faux à un degré énorme. Mais ces gens-là, je travaille plus avec eux. Les gens comme ça... Tu veux des gens authentiques autour de toi? Oui, bien sûr. Christina Cordula, elle est pareille dans la vie qu'à la télé. Si demain tout s'arrête? Ah, c'est dur, là, tu me confrontes à quelque chose que j'aime pas. Je veux pas voir ça. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui reste de Lucas sans la prod et les cams?
La gentillesse. Non, je rigole, le lourd, tu sais, la gentillesse. Qu'est-ce qui reste de Lucas ? Bah, quelqu'un de... Qu'est-ce que je ferais si tout s'arrête ? Waouh. Scénario catastrophe. Écoute, je ne sais pas. C'est horrible, mais j'ai pas de réponse. Parce que je sais faire que ça. Bah, tu feras sous une autre forme. Ouais, je sais faire que ça. Je sais rien faire d'autre. C'est ma zone de génie. Et je pourrais me former à d'autres choses, attention. Hein, je suis loin d'être bête, hein, j'apprends. Ouais, je pense que tu as cette intelligence sociale de sentir aussi les choses, comment s'adapter, comment rebondir, etc. Bien sûr. Je pense que c'est cet instinct, inné. je pense. Ouais, mais c'est inné. Même, tu vois, quand je vais te raconter un truc que j'ai jamais dit. Quand j'étais jeune, tu sais, il y avait des médias participatifs. Tu sais, par exemple, je pense à un média qui s'appelait Ligne 16 à Nice, parce que c'était le bus Ligne 16. Ouais. Et il y a une femme qui s'appelle Tania, ou Talia, je sais plus, Tania. Elle avait créé ce média-là. Et moi, j'avais su prendre ma place dans ce petit média participatif de quartier. Et j'avais déjà créé une petite équipe, etc. Et j'ai toujours su saisir ces opportunités. Après, je suis parti avec mon père. Il a déménagé vers Saint-Tropez, dans le Var. Pareil, il y avait un truc... je sais plus, c'était on faisait du théâtre. C'était comme un espace où il y avait du théâtre, du chant et tout. Et moi, je n'étais pas là. Alors, j'ai fait 7 ans de théâtre et 4 ans de chant. Ok, bon, ça, c'était avant. Mais quand je suis arrivé là-bas, c'était pas pour être élève. C'était pour les accompagner. Et j'avais, je crois, 15 ans. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais 14-15 ans. Et limite, je donnais des cours de théâtre pour eux. J'ai toujours su... que ça se passait là, en fait, dans... Prendre ma place dans un... T'as raison, c'est du social. Je sais pas, c'est inné. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est une intelligence sociale, je pense. Ouais, on appelle ça comme ça, l'intelligence sociale ? Je pense. Ok. Et là, on arrive à la fin du podcast. Bon, ça passe vite. Ah ouais, ça passe vite. Une petite question pour la fin. Est-ce que tu veux devenir riche, influent ou incontournable dans ton business ? Incontournable. Je te réponds direct. Incontournable. Je veux être... Ton ambition, c'est ça ? Mon ambition, c'est d'être incontournable. C'est même pas d'être riche, c'est d'être incontournable dans ce que je fais parce que même si j'ai plus d'appartement demain, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, bah, j'aurais marqué l'histoire et j'aurais été incontournable dans ce modèle à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? De l'argent, des gens riches, il y en a plein. Des gens incontournables, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Donc je pense que... ouais, incontournable. Et ton ambition à 10 ans, ça serait quoi ? Parce dans que là, 10 ans. Que 23 ans, même si... hein, on dirait que c'est toi qui as 43 et que c'est moi qui ai 23, là. Non, abuse pas. Non, on le voit, il y a des choses où je pêche un peu sur des questions philosophiques et tout. J'ai pas une maturité. J'ai une maturité dans beaucoup de choses, mais il y a certaines choses où je comprends pas encore. Mais ça va venir. Ouais, bien sûr. Dans 10 ans... Faut vivre un peu, hein. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et peut-être que j'aurai ma crise d'adolescent dans 10 ans. Hein. Qui sait ? Parce que j'ai pas eu d'adolescence, moi. Hein. Tu t'imagines, j'ai commencé à 16 ans. J'en ai 23, j'ai fait que travailler. J'ai pas eu l'adolescence, tu sors en boîte tous les week-ends. Ce non, truc-là ? Bah, je suis déjà sorti en boîte plein de fois, mais j'ai pas eu ce truc-là de relâchement. D'être un peu pas lucide. De la légèreté. Tu vois, au début du podcast, tu me disais la lucidité, toujours être lucide. Bah... Ouais, la légèreté d'esprit, de se dire, oh, c'est pas grave. T'as toujours été dans les responsabilités. Ouais, très jeune, bien sûr. Et puis quand tu travailles dans ce milieu d'influence, quand j'étais à l'époque salarié, j'avais des responsabilités. Donc même le week-end, j'avais quand même une pression, tu vois, un peu. Et pour te répondre, dans 10 ans, j'aimerais me stabiliser, être propriétaire de plusieurs appartements, parce que je pense que l'immobilier, c'est hyper important. Il faut que j'investisse. Investir, ouais. Je veux investir et je sais qu'il faut le faire. Le plus tôt sera le mieux, ouais. Le plus tôt sera le mieux. Et c'est un regret d'ailleurs. Bon, c'est un regret, je suis encore jeune, mais c'est un regret parce que depuis 16 ans, j'ai des bulletins de paie, des salaires. Ah ouais, tu veux dire que tu aurais pu acheter déjà ? Oui, avec le salaire que j'avais, j'aurais pu acheter, ouais. Mais c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard, mais quand t'es entrepreneur, c'est plus compliqué. Ah. Tu sais, les crédits, les banques, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, dans 10 ans... tu te projettes sur l'immobilier. L'investissement. Ouais, immobilier. Pour construire un patrimoine, j'imagine. Exactement. Parce que je pense que l'immobilier, c'est la seule chose où il y a c'est un actif tangible. Il y a une stabilité. Alors, je ne sais pas si j'investirai en France, mais en tout cas, investir. Ouais. Ok. Eh bien, Lucas, merci pour cet échange authentique. Merci à toi de m'avoir accueilli. D'ambition. Merci, Sony. Merci. J'ai été ravie de te rencontrer. Bah, moi aussi. C'est la première fois qu'on se voyait, exactement, tu vois.
Je te devance. Là, on est synchro, là. Merci pour ce partage. Merci à et toi. J'espère que ça inspirera plein de personnes à se lancer et à trouver leur zone de génie. Trouvez votre zone de génie, lancez-vous et n'écoutez pas, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas. Ah ouais, il faut pas écouter. Hein. Non. Non, parce qu'en fait, les gens projettent sur toi leur propre. Faut écouter peur, les gens qui te motivent. Les gens qui te disent. Faut écouter les gens qui te disent tu vas y arriver. Ceux qui instillent du doute ou qui te mettent. Bien sûr, faut pas les écouter. En difficulté. Ou même après, tu peux manquer de confiance et après, tu te lances pas. Ah non, ces gens-là, faut pas les écouter. En tout cas, merci et je trouve ça génial tout ce que tu fais. Ah, t'es adorable. Oui, il faudrait que tu me dises ton regard de producteur. Je te dirai en off. Je suis moi-même une productrice en fait. J'avais pas bien remarqué. sûr que t'es une productrice, bien sûr. Oui, j'avais oublié. Tu t'autoproduis, bien sûr. Oui, t'es une productrice. T'es une créatrice de contenu, productrice, bien sûr. Voilà, c'est ça. Tu gères tout toi. Voilà, faudrait que je rajoute ça sur mon CV. Bah oui, c'est une compétence. On parlait de compétences. Oui. C'est une compétence. Merci en tout cas. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.